Ouais. Donc ça c'est un petit plus. Et bah super, on a Pof qui s'abonne et c'est l'occasion de ce superbe gif fait par Karl Key de sortir. Et ben tout a l'air de fonctionner comme il faut. Salut Tuxo, salut Dalex, salut Xavier, salut Steve. Merci déjà d'être pas mal de gens présents là-dessus. Vous savez quoi, je vais couper la musique, ça nous fait juste parler plus fort pour rien. Donc voilà, hello Yoga Boy, hola. Revenons à ce truc-là. Donc bienvenue à tous. On se lance dans un premier stream avec Walmart en fait pour revenir un peu sur l'histoire un peu de 2X dans le monde, en Europe, aux États-Unis. L'historique un peu à partir des années 2000, de l'organisation, des tournois, de la commu, un petit peu ce qui a évolué, les formats. C'est un sujet extrêmement large, donc c'est pas pour rien que j'ai invité l'ami Walmart pour parler de tout ça. Hein. Donc merci beaucoup de participer ce soir, Walmart. Mais c'est cool, avec plaisir. Hein. Mais ouais, on va un petit peu revisiter ça. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, c'est vrai que dans un jeu compétitif comme ça, on avance, on cherche tout le temps un petit peu ce qui va se passer plus tard. Qu'est-ce que c'est l'avenir finalement du jeu? C'est ça qui nous préoccupe. En fait, il y a vraiment un gros passif sur le jeu avec des archives complètement incroyables. Donc je pense que c'est une bonne initiative, quoi. Effectivement, rien qu'en faisant un petit tour de diagonale de YouTube avec Walmart, on a un peu fait nos devoirs, on allait chercher à gauche à droite sur des trucs qu'on connaissait plus ou moins déjà, on a ressorti quelques archives de tournois, quelques défis, mais en fait c'est quelque chose qui est amené à être répété, parce que donc on fera probablement des thématiques, un peu des fils rouges dans les temps à venir, donc par exemple on fera un focus sur la communauté française, par exemple ce qui se passait avec 2X dans les années 2000, les années où Nabil, aka Prof Jones, dominait pas mal l'Europe, et puis un peu les débuts du jeu online avec Kawax, Kaira, après 2DF, GGPO, tout ça. Bien sûr, Supercade aussi, ensuite Fightcade, et pourquoi pas HD Remix qui est aussi une pierre angulaire de 2X. Salut Gwenrock, salut. Alors c'est marrant, sur le chat, on a un revenant, Cybergoku aka Sib, et dans les vidéos qu'on va balancer ce soir, il y en a une qui est sur ta chaîne YouTube justement, une vidéo d'archive. Je crois que ça sera la toute dernière de celle qu'on va regarder. Salut toi Kak, salut DCman, donc super. Du coup, nous avons fait une sélection un peu chacun de notre côté sur des vidéos, c'est un petit peu au pif, mais Walmart par exemple a décidé de choisir une vidéo plutôt centrée sur la commu européenne, une plutôt sur la commu américaine et une sur le Japon, ce qui est plutôt bien. Moi de mon côté, c'est à peu près équivalent. Donc on a mis ça en commun dans une playlist, et puis bah si tu veux... avant d'attaquer ça, pardon, ouais, on va faire les choses dans l'ordre. Avant d'attaquer ça, bah, Walmart, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais pas si dans le chat il y en a, ouais, non, en fait, je crois pas qu'il y ait dans le chat, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près depuis quand tu joues à 2X? Alors, mon parcours sur 2X, en fait, c'est passé comme ça. Je cherchais en 2008, je pense, de quoi jouer en fait online. Je me disais, mais putain, mais Internet c'est quand même incroyable, et donc on peut jouer peut-être online à des trucs cool. Et je me souvenais que je battais tout le monde à Street Turbo comme un con, quoi. Je prenais Honda et j'arrosais les mille mains et je leur faisais des chocs. Tu vois, j'avais cette technique en fait. On Déjà. était tous les champions de notre pâté de maison, voilà. Et j'étais de Street 2 Super NES. J'étais champion de casino, quoi. Et donc je me disais, bon, faut quand même voir ce que ça donne et tout. Et puis je jouais pas qu'à ça en fait. À l'époque, je jouais aussi à Mario Kart, enfin plein de jeux SNES en fait. Super Tennis et tout. Donc j'ai un peu connu les débuts des communautés online là-dessus. Et puis donc je me suis intéressé à Street, et au début en fait ça me faisait chier parce que je voyais que le jeu dominant c'était Super Turbo et ça m'allait pas, quoi. Parce que les super, la mécanique est un tout petit peu différente, tu vois. Enfin, le jeu est un poil différent quand même, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et du coup ça me bottait pas des masses, quoi. Donc je tournais comme ça autour de plusieurs jeux, et puis je me suis vraiment accroché sur le jeu, je pense, aux alentours de 2009, mais je jouais manette en fait. Et ça fonctionnait assez bien, je jouais sur 2DF, il y avait des classements à l'époque et tout, et moi je m'en sortais pas trop mal, mais il y avait déjà des monstres, hein. On en parlera peut-être une autre fois, mais sur la communauté online, il y avait vraiment des fous de partout, quoi. Et du coup, après, écoute, j'ai choisi de me foutre à fond dans le jeu, et donc de passer au stick, quoi. Ça a été long. Ça a été long, je C'est pense que j'ai 2010 mis à peu un près an. Ouais, c'est ça. En 2010, ouais. c'est ça. Ouais. Bah, Là où j'ai vraiment... c'est à partir de fin de l'été 2010, je crois que tu as commencé à gagner beaucoup de tournois, que tu as eu une période jusqu'à 2012-2013 où tu as gagné quasiment tous les tournois d'Europe
Ouais, Il y c'est a une ça. époque où tu raflais tout. Je crois que Ouais, oui, c'est ça. l'année 2011, je crois que tu as gagné tous les tournois qu'il y avait en France. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, exact. Bah oui, oui, là, c'était complètement fou. Enfin, même moi, j'hallucinais complètement, quoi. Et du coup, moi, je voulais juste, enfin, rigoler sur le jeu et puis taper des gens en faisant des shots pour les faire aller. Mais bon, en fait, ça marchait mieux, quoi. Donc, j'étais content. Et après, du coup, il y a eu, voilà, le fameux reportage là. Le Tournament of Legend qui a fait que Ah, tous les enfants dans l'école où t'enseignes sont venus te prendre la tête. non, mais tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai, quoi. Ouais, je J'ai sais, tu vraiment. m'avais Non, dit. mais cette année, je suis dans un lycée, en fait. Bon, pour l'histoire, je suis prof de philo, en fait, en lycée, dans un lycée assez huppé, bourgeois, de ça, machin. Donc, je me sentais à l'abri. Tu sais, 2012, je me dis, c'est bon, tu sais, la vieille gloire de street, ça ira, quoi. Et en fait, il y a un gamin qui vient me voir. Un gamin, il dit, ah, monsieur, il y a une rumeur qui tourne sur vous, quoi. Je dis, oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas fait de Benjamin Griveaux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, le mec, il vient et il dit, ouais, apparemment, il y en a, ils disent, ils ont vu sur Internet, sur des jeux vidéo de combat. Je dis, oh putain, mais j'ai pas du tout honte, en fait. Alors, je l'ai pris comme ça et c'est passé. En plus, c'est vrai, j'ai absolument pas honte du tout. Enfin, franchement, Bah non, il n'y a pas de honte à ça. Non, bah, même au franchement, contraire. avoir profité pendant une semaine comme un gros porcos à Las Vegas en jouant à des jeux vidéo, bon, il y a pire, quoi, tu vois. Pour se faire insulter par un mec pendant que tu joues contre Mars Gatti. Ça, c'est bon, ça. Mais après, alors, d'ailleurs, après, si on continue un peu l'histoire, du coup, ben oui, ça, c'est vrai que ça. Enfin, j'ose dire, on en parlait avec Nico du joueur du grenier, hein, qui est un super pote à moi, avec qui j'étais parti à Las Vegas. On pense vraiment quand même, sans fausse modestie ou machin truc, vraiment ce reportage a quand même changé la donne sur la communauté, quoi. Ah, clairement. Je pense. En fait, Et du coup, il fait partie ouais. des trois vagues importantes qui ont changé la commu Ouais. 2X en France. Pour moi, c'est la troisième grande vague, celle-là, en fait. Ouais. La première étant la sortie d'HD Remix, Mm. qui est un jeu qui a fait se remettre des gens à Street 2. En fait, plein de gens qui voulaient jouer à Street 4, vu qu'HD Remix est sorti en novembre 2008, quelques mois avant la sortie de Street 4. Donc, ce jeu-là, en fait, a fait se remettre des gens à Street 2 parce qu'ils pensaient jouer au 4, mais finalement ils sont restés sur le 2. Enfin, par exemple, il y a des jeux, Mm. j'en fais partie. Donc moi j'avais acheté le jeu à sa sortie en novembre 2008 et j'ai réaccroché à fond. Alors que moi je jouais à Champion Edition avant ça. Je jouais à la Ouais. version démat de Champion Edition sur Xbox 360 et je jouais online et je jouais vite fait contre des Mexicains, ça laguait, c'était Champion pourri. édition, tu joues? À l'époque, mais ouais, je joue Non, plus mais tu depuis sais que longtemps. j'adore tout jeu, hein. Franchement, si tu veux faire des champions édition, moi Aujourd'hui, je je préfère largement Hyper Fighting sur les jeux CPS1. Après, Ouais, ouais. moi j'ai tous les Street 2 à la maison en version arcade. J'ai les PCB de chaque version. J'ai Champion Ouais. Edition, j'ai Hyper Fighting. Ah, c'est vrai que t'es pas online, quoi, putain. Moi, j'en ai rien à foutre de jouer comme de Chiliens avec 293 de ping. Ouais, mais Ouais. toi, tu fais des drill shops, tu vois. Moi, C'est ça, je suis un esthète. Non, c'est pas vrai en plus. Mais c'est ça. bon, en tout cas, voilà. HD Remix pour moi, c'est vraiment une pierre angulaire en fait au niveau de de la commu Street 2. Et après, bah, bien sûr, il y a eu Ken Bogard hein, qui a commencé Oui. commenter du 2X à partir de, je crois, 2011 à peu près. Ça a vraiment Ouais. fait aussi ramener pas mal de gens dans le jeu. Bien Et sûr. après, bah, fin 2012, non, automne 2012, je crois, Mm. le documentaire sur le Tournament of Legends. Et celui-ci, bah, évidemment, ça a été un raz-de-marée de nouveaux joueurs qui sont arrivés après C'est ça. vrai, hein. Alors, je crois, peut-être, il me démentira, mais il me semble que, par exemple, Zaggy faisait partie de cette fournée-là. Ouais. Il me semble que Sun aussi, enfin, ça, je sais. Enfin, t'as plein de super joueurs aujourd'hui qui sont venus. Et franchement, ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que, enfin, en même temps, bon, la pseudo fame, enfin, pour ce que c'est, quoi, c'est un peu chiant dans une commune. Enfin, franchement, ça m'a vraiment cassé les couilles. Et honnêtement, très très honnêtement, ça m'a même fait plaisir de plus être en pleine lumière, tu vois, et de plus gagner les tournois et de ça. Enfin, ça m'allait très bien pendant un moment. J'ai jamais pensé en fait raccrocher le jeu parce que, enfin, moi, le jeu, je l'adore et j'en ai rien à branler, quoi. Mais les gens autour de ça, si tu veux, ça m'a vraiment cassé les couilles et donc j'ai mis un peu tout à côté, même Windjammers, tu vois, où il y avait une commune qui commençait à grandir énorme et tout ça. Et je sentais que, si tu veux, le côté, tu vois, enfin, ouais, enfin bon, c'est un peu étrange, mais bon, Le côté c'est, e-sport. tu sais, ouais, voilà, le côté image qu'on a de toi, parce qu'en fait, il y a un documentaire, est-ce que t'es vraiment, et est-ce que tu renvoies aux gens, et ça machin, quand tu vas au Stunfest, les gens ils te disent, ah putain, machin, un autographe, et ça, t'es des trucs tout cons comme ça, où t'es là, mais putain, comment c'est nul et c'est con, putain, moi je fais juste des shops, j'en ai rien à branler, quoi, tu vois. Bon, Ouais. bref, et donc, si tu veux, bon, tout ça m'a un peu cassé les couilles, et après, ce qui m'a vraiment remis sur les rails, c'est de voir que la commu, en fait, a connu plus qu'un second souffle, c'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression qu'on peut dire que la commu va être pérenne, quoi.
C'est-à-dire que vraiment le jeu est installé et que, comment dire, bon, même peut-être avec le confinement on verra, mais il y a vraiment suffisamment de gens qui ont une passion énorme pour le jeu pour que vraiment ils continuent à vivre, et ça c'est super, quoi. Voilà, En fait, ce qui est effectivement rassurant pour la suite, c'est qu'on peut dire qu'il y a un certain écosystème en fait au niveau de la commu 2X entre des nouveaux joueurs qui arrivent régulièrement, des joueurs confirmés, des orgas qui sont bien installés et qui commencent à être de plus en plus équipés en matos. Donc bah, je vais prendre des exemples que je connais bien qui sont mon asso La Dose ou aussi la HFS. C'est des assos qui ont leur propre matos. La HFS ils possèdent énormément de bornes, nous l'asso La Dose on en achète pas mal. Donc du coup ça sécurise pas mal l'avenir, c'est-à-dire que les événements ne sont pas des risques financiers gigantesques à chaque fois. Ouais. Donc normalement, je veux dire, même avec des annulations comme il y a eu cette année pour le HFS qui fait vraiment mal au cœur, ou le mix-up qu'on a été obligé de repousser avec le confinement, en fait, ces événements-là, on sait qu'ils auront lieu quand même l'année prochaine. C'était peut-être pas le cas avant, c'est-à-dire avant, il y avait peut-être des tournois qui misaient un peu d'argent, un peu de trucs, qui pouvaient merder et disparaître du jour au lendemain. Maintenant, on est plus installé, et du coup, on bénéficie d'une commu qui est vraiment très grande, qui est beaucoup plus grande qu'avant, pour après soutenir ça. Donc du coup, l'ensemble nourrit, c'est un cercle vertueux où les choses se nourrissent les unes les autres. Les nouveaux joueurs motivent les anciens à rester là, les anciens, certains font des tutos, font des trucs. Là récemment, il y a eu ce tournoi de coaching de jeunes joueurs qui font que ça va pousser et encourager des nouveaux joueurs à s'y mettre et à vouloir progresser. Et il y en a certains qui ont les dents qui raillent le parquet et qui vont devenir très très forts très vite. Suivez mon regard. Et bah, c'est tout ce qu'on veut. Donc effectivement, l'avenir s'annonce plutôt bien pour 2X. Et puis il y a une commune espagnole aussi. Enfin, ça, tu vois, ça sort de nulle part. L'Espagne, c'est Ça, magnifique. C'est magnifique ce qui Ouais. se passe en Espagne depuis 2-3 ans. Là. Le nombre de joueurs Ouais. qui s'y mettent, le niveau qui monte, et puis ils sont hyper nombreux. Ils ont fait un team battle l'autre jour là, oui, sur leur chaîne Twitch, c'était une chaîne un peu généraliste, donc dédiée aux jeux de baston en Espagne. Ils avaient plus de 700 viewers en direct sur le truc, et ils ont fait un team battle. Ils étaient combien? Ils étaient 36 joueurs, un truc comme ça. Il y avait 36 Ouais. joueurs espagnols sur ce truc, mais c'est complètement dingue. Ouais, c'est dingue. Ouais. Enfin, moi 2X à l'époque où donc toi tu jouais sur 2DF, j'y jouais aussi, mais moi à l'époque 2X c'était pas mon jeu préféré. Je jouais à ça, mais je jouais à Karnov, je jouais à Realbout, je jouais à plein de jeux de baston. Et 2X c'était un jeu auquel je jouais parmi d'autres. Et je me rappelle quand j'allais dans les rooms 2X, bah voilà, je voyais des Angel Killa, des peu importe, des mecs comme ça de temps en temps, je faisais des matchs contre eux, mais c'était pas, il y avait pas énormément de monde, ça se croisait un peu sporadiquement quoi. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Et ouais, mais alors après, enfin, le truc c'est que, alors, moi je connais pas la commune du Japon, tu vois, je suis jamais allé au Japon, bon, mais j'ai l'impression aussi, enfin, justement, tu vas pouvoir me dire toi ça, que pareillement là-bas il y a une commune quand même qui est installée, quoi, et que il y a une sorte de pérennité qui peut se penser, non, aussi. Et ben en fait, par exemple, une idée reçue qu'on peut avoir sur le Japon, c'est de croire que c'est que des mecs de 45 balais qui jouent, qui depuis peut-être tous les vieux joueurs d'Osaka super forts, les Ouais. Otochun, les mecs comme ça, qui jouent en fait depuis très longtemps. Et c'est le cas, c'est-à-dire que c'est des mecs qui refusent de raccrocher les gants. Y a pas énormément d'exemples quand tu prends des vieilles vidéos de tournois d'il y a 15 ans de joueurs parmi eux qui ne jouent plus aujourd'hui. C'est incroyable la durée de vie en fait des joueurs japonais, enfin la longévité. Et effectivement, il y en a énormément qui continuent encore aujourd'hui, mais malgré ça, eh ben, si tu regardes, tu vas dans les salles d'arcade au Japon, tu regardes dans les tournois un peu, les Kakerogo, les trucs comme ça, t'as plein de nouveaux joueurs. Et en général, on les reconnaît à quoi? On les reconnaît au fait qu'ils jouent des persos old. Les jeunes joueurs au Japon, ils jouent tous All Ken, All Saga, des trucs comme ça. En fait, ils sont dans la facilité, les persos bien pétés, bien puissants. Et donc même au Japon ça se renouvelle énormément, et effectivement c'est une commu très solide, très soudée. Je pense que c'est une commu aussi qui s'est beaucoup construit autour de la rivalité Kanto-Kansai en fait. Ça a été très très important jusqu'à au moins au début des années 2010. La rivalité entre Tokyo et Osaka, parce qu'en fait Kansai c'est Kyoto et Osaka, mais là où il y a le plus de niveaux c'est à Osaka, c'est deux villes qui se touchent quasiment en fait, et donc effectivement il y avait une rivalité complètement dingue entre les deux, donc c'était rare en fait d'avoir des équipes avec un mec du Kanto et un mec du Kansai ensemble quoi. C'était en général t'avais que des équipes avec que des mecs du Kanto, que des mecs du Kansai. Ouais. Et donc c'était une rivalité qui a beaucoup poussé les gens à progresser et à faire des tournois. Donc la plupart des tournois majeurs étaient à Tokyo, mais bon on a aussi des exemples, des Star Cup qui étaient à Nagoya, plein de tournois pétés à Osaka bien sûr. Donc voilà. Donc Ouais. au Japon c'est un petit peu voilà, c'est pareil. En fait ça me permet de revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le côté organique, c'est qu'en fait on peut pas se contenter d'avoir que des anciens qui restent et des trucs comme ça. En fait il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent dedans, qui renouvellent le Mais c'est truc. sûr. Et voilà. Donc on s'est un petit peu éloigné. Alors je suis désolé, j'arrive pas à suivre tout ce qui se dit sur le chat, mais effectivement Angel Killa, Cyber Goku et Sib, donc le frère d'Ikarugal. Donc là il y a des gens comme ça qu'on n'avait pas vu depuis longtemps qui débarquent sur le chat, ça fait plaisir.
Salut Mister Bennett, je suis désolé, j'ai pas le temps, je peux pas, je dis pas toujours bonjour à tout le monde au fur et à mesure qu'ils arrivent. Salut Yonibo, salut John Steps, salut Ghetto Yako et Combo Fate si je t'ai pas déjà dit bonjour. Salut Bartha, Nifi, et bah plein de copains qui sont là, ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des joueurs de 2X pur jus dans le lot, il y a aussi des joueurs d'autres jeux de baston qui sont un petit peu curieux de savoir ce qu'on va commenter ce soir. Ouais. Donc voilà, bah ça c'était pour te présenter. Donc maintenant je vais revenir un tout petit peu sur les objectifs en fait de ce que va être cette chaîne Twitch et un peu cette série de retour vers le turbo qui aura lieu un nombre indéfini d'épisodes. Donc vraiment le but ça va être de, comme je disais tout au début, de montrer un peu l'évolution de tout ça, de montrer un peu comment ça s'est passé dans certaines régions, certaines zones, les tournois américains dans les années 2000 de 2X où il y avait des tournois très intéressants, on va en voir un petit aperçu ce soir. Donc ce qui se passait en France dans les années 2000 et en fait mon but étant d'arriver à vraiment faire un gros focus sur tout le nœud qu'il y a eu entre 2008 et 2012 en fait, qui a été vraiment pas seulement en France mais vraiment dans le monde entier une grande période de renouveau pour 2X et qui a posé un peu les bases de ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, après cette intro un petit peu longuette, je te propose Walmart qu'on aille vers le premier match de notre playlist. Ouais. Qui est un match en fait. Bah voilà, moi il est prêt. J'appuie sur lecture quand t'es prêt aussi. Bah tu me fais 3, 2, 1 et on y va. Et ben 3, 2, 1 et on y va. Top. Allez, donc du coup en fait on va aller du côté de Cannes en 2006. Donc là Angel Killa qui est un ancien de la comédie française, hop je vais baisser un peu le son sur YouTube, il est trop fort. Je l'avais réglé pourtant tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si le son est trop fort, pas assez du côté du son de jeu. Donc du coup nous avons, je fais pause, ouais non je fais pas pause. Donc du coup nous avons une finale de la World Game Cup 2006 entre Prof Jones et Louis, et donc Prof Jones que vous connaissez sûrement, hein, Nabil, hein, qui est peut-être en train de suivre le stream ce soir. Et les plus connaisseurs d'entre vous auront reconnu la police de l'intro en fait, hein, qui est typique des montages vidéo faits par la Gnus Corp à l'époque, hein, qui était vraiment l'organisateur majeur en France, avec AH2R à Lyon et 3hit bien sûr à Rennes. Et nous avons donc Prof Jones, qui aujourd'hui est en semi-retraite à 2X, même si à mon avis à la moindre occasion il refera des petites sessions. Et vous avez en face Louis, un joueur suédois de boxeur, mais qui joue aussi DJ, qui devait faire partie de la Ligue 2X récemment. Et qui... Il est super bon, il est super fort. Hein. Ouais. Louis il est vraiment très bon, et moi je regardais leur match justement sur 2DF à l'époque, parce qu'ils jouaient beaucoup ensemble. Et il m'impressionnait vraiment Louis, quoi. Son boxeur, c'est vraiment un des joueurs euro au tout début qui m'a le plus impressionné. Hein. Ouais. Donc là, quand même, il faut que je précise, que je le redise pour les gens du chat qui se rendent pas compte, c'est quand même un match de 2006 là. Hein. Voilà, il y a des gens, qui jouent à 2X depuis 5 ans qui sont considérés comme des darons. Bah là, c'était il y a 14 ans. C'est ça. Et en fait, ouais, mais Jones, ouais, c'est vraiment, le mec était le plus dominant au niveau. Non Jap quoi. Après je crois qu'il est allé au Japon pour un Togeki si je me trompe Togeki pas. Le fameux Togeki 2008. Alors on fera une aparté pour parler de ça juste après ce match. Parce que oui, Togeki 2008 c'est très important aussi dans le rapport Japon-étranger je pense. Enfin Japon-Occident. En tout cas le World Game Cup tu peux le replacer le truc parce que je l'ai même pas moi le tournoi là. Ok alors on va mettre pause tous les deux. C'est bon. Ouais. Bon. Donc en fait la World Game Cup à la base c'est un tournoi qui existe, je sais pas si la 2006 c'est le premier épisode, ça a dû commencer entre 2004 et 2006, je suis plus tout à fait certain, peut-être que certains pourront le préciser sur le chat. En fait la World Game Cup c'est à la base un truc organisé, c'est un gros tournoi de Soul Calibur à la base, donc ça se déroule à Cannes durant le festival du jeu. Qui a lieu chaque année au Palais des Festivals, là où il y a le festival de Cannes. Et chaque année, en fait, traditionnellement, pendant une dizaine d'années, il y a eu des tournois de jeux de baston là-bas. Donc le jeu principal pendant longtemps a été Soul Calibur. Après, c'est un peu tombé en désuétude et c'est revenu. Il y a eu des gros tournois sur Street 4. Et donc il y a eu des tournois, faut quand même dire un peu ce qui est, qui ont été un peu confidentiels sur 2X pendant quelques années. J'ai aucune info sur le nombre de participants qu'il y avait dans ce tournoi 2X qu'on voit là. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un tournoi en 2010 ou 2011, j'ai un doute, je crois que c'est 2010 à la World Game Cup qui a été, il fait partie pour moi des 3 tournants, des tournois français qui ont forgé justement la commu, avec le fameux comité qui a eu lieu à Toulouse, cette fameuse World Game Cup, et après bien sûr le premier X-Mania Europe qui a été absolument majeur. Mais en fait la World Game Cup 2010 en fait partie, et d'ailleurs c'est un tournoi dans lequel j'avais croisé des joueurs comme Kung Fu qui jouent encore aujourd'hui, il y avait vraiment des anciens, et pour l'anecdote, ce tournoi avait été gagné, c'était un tournoi en 2v2,
où il n'avait une seule borne pour 55 joueurs. Et donc à l'époque tu perdais un match, bah t'attendais 25 minutes pour rejouer. Et quand t'as Spinal Blood qui s'installait sur la borne avec son Gookie en free play et qui restait 1h30 à défoncer tout le monde et les gens avaient envie de le tuer. Et à 2004 nous précise Angel Killa pour la première World Game Cup. Et donc voilà, en fait, cette fameuse World Game Cup 2010 avait été remportée par une team improbable composée de Ken Bogard et Yox. Et Yox avec une Chun-Li de la MP Shop de la plus pure tradition strasbourgeoise. En fait, ils avaient réussi à gagner le tournoi alors qu'il y avait des équipes. Il y avait une équipe, c'était Spinal Blood avec Vernon. Il y avait Jago et Ukyo, équipe super solide. Tu vois, moi j'étais en équipe avec Old Samir. Enfin, il y avait plein d'équipes qui étaient pas dégueulasses. Et Ken Bogard et Yox avaient gagné le tournoi. C'était un tournoi en simple élim. Hein, tu sais, c'était la boucherie quoi. Hein, ça allait, voilà. T'arrives en finale, bah voilà, tu bats des gens, tu gagnes et c'est réglé. Et Ken Bogard avait fait un très bon tournoi et il avait vraiment, je pense que sur son palmarès, c'est sa plus belle victoire qu'il a jamais eue sur Street 2 ou même en général. Il avait un bon niveau en même temps. Hein. Ah ouais, carrément. C'est dommage, j'aimerais vraiment qu'il revienne un peu plus aux événements, Ken Bogard. Je le dis là, de venir au prochain XSB, là, faut qu'il vienne, cet enfoiré. D'ailleurs, il y a un petit logo de la Batcade dès qu'on aborde Strasbourg, un petit logo de la Batcade dans le chat. Salut Mamoletta. Et salut à tous ceux qui arrivent en cours de route, hein. Ça fait très plaisir d'avoir autant de gens. Donc voilà, on reprend la vidéo. Ouais, on reprend. Allez, go. C'est parti. Donc après cette victoire de Prof Jones dans le premier match, on arrive vers le deuxième. Donc on voit, hein, c'était en 2006, mais ça jouait. Hein. Bah, il applique le match-up, regarde, il cherche à avoir les headbutts, les punir, enfin il y a tout quoi. Bon, après il fait quelques erreurs, mais bon, parce qu'il y a la pression du tournoi, mais le truc, tu vois, le match fait pas ridicule au niveau de la technologie de jeu, de match-up, c'est vraiment complètement ça quoi. Les cross-up évidemment. Ouais, c'est un bon niveau. Jones, il était très acéré quand même au niveau de son exé, enfin forcément quand tu joues Dicta, mais surtout au niveau de ses déplacements en fait, je trouve. Il a vraiment des bons déplacements. Ouais. Il a un dictateur en fait, j'ai tout le temps trouvé qu'il était je sais pas comment dire, hyper équilibré quoi dans son jeu. C'est-à-dire il sait exactement quand il faut attaquer, quand il faut défendre, et il est super posé quoi. Hein, en fait, il a pas un style de jeu à la Taira qui va chercher à faire que des touch of death. Lui, il a plus un style de jeu à la Murasaki en fait, c'est-à-dire dans la temporisation, dans la défense. Ouais, complètement. Et très très efficace du coup quoi. Ah, et du coup là c'est First to 2, c'est quoi? C'est un First to 3 j'ai l'impression. Parce que là ça fait 2-0 pour Prof Jones, quoique j'en sais rien en fait, parce que vu la durée de la vidéo... Mais bon, de toute façon j'ai déterré ça, encore une fois on n'est pas obligé de laisser forcément le match en entier. Si on voit que ça commence à faire plus que 3... la plupart des matchs je les ai un peu regardés en avance, celui-ci je suis juste tombé dessus, je l'ai pas regardé, je voulais me garder la surprise. Allez, bien joué. Lui, vraiment, il avait vraiment un boxeur mais complètement pété. Hein. Il est rejoué depuis, je pense qu'il a un peu perdu. Mais déjà il est encore super bon, et puis son DJ aussi hein, super bon. Je sais pas si tu l'as déjà joué ce mec. Bah moi je l'avais joué il y a longtemps en fait sur 2DF, je me rappelle. Ouais, c'est beau ça, le save jump. Ouais. En fait ce genre de boxeur, tu sors ça en 2006, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'arrêter en fait. Aujourd'hui, je vais pas dire que ça serait un boxeur moyen, mais ce serait un boxeur moyen plus tu vois. C'est ça. Ouais. Mais en fait à l'époque voilà, le niveau moyen était nettement inférieur à aujourd'hui, donc c'est clair que t'as un boxeur qui te fait des headbutts. Ah bien joué le 4 hit, c'est beau ça. Faut que le premier soit mythique pour que le combo fasse 4 hit. Magnifique. Ouais c'est ça, non franchement là c'est super bien joué. C'est sûr que 2006 tu vois les mecs qui font ça, bon. Non mais 2006 c'est dingue. Et la réaction là sur le dash quoi, dingue. Ouais. Non mais Nabil il a des super réflexes. Il était au top de son niveau, et justement on parlera de 2008 dès que cette finale est finie. Donc finale qui pour l'instant se déroule plutôt bien pour Prof Jones. Il va prendre la super sur... là c'est la fin. C'est beau ça. Et c'est magnifique. Il a fait la super d'un peu trop loin, Louis, et c'est le décès. Et par contre ça n'a pas l'air d'être fini. Bon écoute, je vais avancer un petit peu la vidéo, on va pas la regarder en entier. Mais de toute façon vu comme c'est parti, ça aura terminé sur une victoire, mais c'est en combien de matchs gagnants? Ça aura terminé sur une victoire de Prof Jones, donc voilà, je mets la fin de la vidéo, il met encore une petite super dans un stand gros point de boxeur, et c'est la victoire de Prof Jones, félicitations. Donc en fait, voilà, maintenant j'arrête là la playlist pour l'instant. Attendez, je reste sur la vidéo précédente. Donc en fait,
Prof Jones, en fait, Nabil, moi je l'avais pas joué online, c'est un mec qui a jamais trop joué online, très très peu, il a eu une petite période un petit peu sur GGPO, mais il a jamais trop aimé ça. Mais moi en fait je l'avais connu pour un tuto qu'il avait fait avec toi. Un tuto dictateur qui était très intéressant, qui était très long par contre, mais qui était donc que vous aviez fait il y a longtemps avec Edge, je crois, si je me rappelle bien. Exact, mais ouais, on a repris d'ailleurs récemment, on a fait une chronique. D'accord, faudra que je vois ça. Et surtout, en fait, je l'avais connu parce qu'il y avait eu son fameux post sur Shoryuken. Je sais pas si tu l'avais lu. Sur le forum Shoryuken. Son triple, son voyage au Japon. En fait, c'est ça. Il avait fait un trip report sur son voyage au Japon et c'était vraiment intéressant parce qu'il expliquait un peu comment tout s'était passé. Et en fait, il faut savoir que à l'époque, le Togeki, c'était pas le Stunfest ou je sais pas quoi, c'est pas un tournoi où tu payes l'entrée, tu t'inscris et c'est réglé, c'est qu'il faut te qualifier en fait pour le Togeki. Et donc lui en fait, il était parti au Japon pour aller participer au qualifier en fait, et notamment les Last Chance qualifiers, donc il y en avait un petit peu dans différentes salles d'arcade au Japon. Et en fait, il est vraiment parti en mode guerrier, il allait s'entraîner plusieurs semaines et il avait tout écrit sur Shoryuken, ce post était passionnant à lire. Ouais. Il y a encore, hein. Ouais, il doit encore y être, ça doit pouvoir se retrouver aujourd'hui. Et en fait, ce qui était vraiment génial dans l'anecdote de ce truc, donc ce fameux Togeki 2008, hein, qui est le Togeki qui a vu gagner une des équipes les plus flamboyantes pour moi de l'histoire de 2X, qui est la combinaison de la mort entre Auto-Tune et ARG. Donc c'est vraiment, cette équipe était imbattable. Le seul match de tout le tournoi où Auto-Tune y perd, il y a ARG qui arrive derrière et qui déglingue les mecs, quoi. C'était magnifique. Et ARG en plus qui gagne sur une vieille Reversal Shop. Franchement, si c'est pas l'inspiration du style de jeu de Soon là-dessus, je m'y connais pas. Mais ARG il joue plus trop, non? Non, je l'ai joué contre lui en 2017 dans sa salle où il joue. En fait, il joue encore, hein, mais clairement, il est nettement en dessous des deux autres griffes de sa ville. En fait, Nagoya, c'est la ville des griffes, hein, c'est la ville où il y a Emao, Eopemai et ARG qui habitent et dosent régulièrement. Autant dire que si tu joues griffe là-bas contre un Ryu ou un truc comme ça, tu vas te faire déglinguer. Les mecs, ils ont tellement l'habitude du match-up. Mais amuse-toi à jouer griffe contre Futachan, tu vas voir ce qui va arriver à ta gueule. Et apparemment, d'après Balcor, que ARG est aujourd'hui un top player de Pachinko. Non, c'est peut-être de l'humour, je ne sais pas. Non, Pachinko, je crois pas que ça soit compétitif, c'est juste un truc pour que les gens ils crament leur RSA. C'est l'horreur le Pachinko, hein. C'est vraiment un truc qui a remplacé beaucoup de salles d'arcade et c'est de la saleté, quoi. Donc ARG, effectivement, on avait joué contre lui et il était très très prenable, hein. On lui prenait énormément de matchs alors qu'on se cassait les dents sur Mao et Opemai, hein, qui sont des joueurs extrêmement forts, les deux meilleurs griffes du monde. C'est vraiment chaud, hein. Mao, c'est très très dur de le battre. En Espagne, quand il était venu au Fatcade Offline Festival, il nous déglinguait à l'infini. À un moment, j'ai réussi à lui mettre un beat by 2. J'ai sorti le champagne, quoi. Et après, je me reprends 10 défaites de suite derrière ça, quoi. Bon, moi, celui qui m'a impressionné là-dessus, c'était Kurahashi, hein. La première fois qu'on l'avait joué au X-Mania 1. Tu te rappelles un peu de son comité? Alors ça, son comité, ça fait partie. Il est dans une playlist, hein. Pour moi, ça fait partie des choses que je compte commenter un jour. Et tu sais que la seule personne qui a battu Kurahashi dans son comité, elle est sur le chat actuellement. Est-ce que tu sais qui c'est? Bieber? Non, c'était un mec comme ça, là, un mec à l'ancienne. Attends. Putain, vas-y, c'est qui? La seule personne qui a battu Kurahashi dans son comité, c'était Cybergoku, c'était Cyb, effectivement, avec sa griffe. Oui, exact. Et en fait, Kurahashi, il était à un beat by 30 ou 40, il a buté tous les meilleurs joueurs européens, et là, il y a Cyb, il se pose sur la borne et il le défonce. Non, mais surtout, nous, il y avait Orf, Danda et moi, on avait essayé de buter cette Chun-Li, en fait, à Kurahashi. Elle rigole pas, sa Chun-Li. Sa Chun-Li, tu vois, sa Chun-Li. On lui a pas mis un match, le mec, en 50 IC, hein. Il faisait tourner, mais c'était la tournante, quoi. C'était juste un viol collectif, quoi. Le gars, mais il était tranquille, putain, il butait la gueule avec Chun-Li, c'était un truc de fou. En fait, il faisait des choses on connaissait pas, quoi. En fait, c'est à cette époque-là qu'on avait découvert le Karahado. Et le Karahado, en fait, il nous avait expliqué cette technique. Non, c'était magnifique tous les trucs qu'on apprenait. Et aussi, on avait observé un truc chez lui et qui vraiment aujourd'hui j'essaie d'appliquer à moi-même et aussi aux gens à qui j'essaie de montrer un peu le jeu. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un
qui même quand il est en retard à l'énergie ne change pas de plan de jeu. En fait, il a un calme dans son jeu qui est incroyable. Et en fait, le fait de ne pas changer... Tu sais que souvent quand tu perds à 2x, tu n'as plus beaucoup de vie, le mec il lui reste 80% de barre, tu te dis, ah bah je vais lui faire 4 fois ma petit pied shop et je vais jouer à pile ou face mon round sur ce genre sur des 50-50 comme ça. Et en fait, il ne fait pas ça, Korahashi. C'est-à-dire qu'en fait, il estime calmement le temps qui reste et il continue et son plan de jeu ne varie pas en fait. Et ça, c'est vraiment, ça nous avait choqué à l'époque à quel point il faisait des remontées tout doucement, tout calmement face à des adversaires qui s'attendaient à ce qu'il change de plan de jeu et en fait, bah non, il continuait à sortir son jeu naturellement. Donc c'était magnifique. Moi, il m'a marqué, hein, lui. Hein. Vraiment dingue, hein. Son Ryu, quoi. Putain, c'était vraiment de la folie pure. Hein. Donc pour répondre à Ghetto Yako, oui bien sûr tout ça va être transféré sur YouTube. Hein. Twitch c'est pas bon du tout pour les VOD, donc il y en aura à court terme et je vais transférer ça sur ma chaîne YouTube qui est une chaîne très peu active sur laquelle il y a un peu de vieilles vidéos de 2X ou des vidéos de moi en train de tirer avec des armes à feu avec Easy Morn au Canada dans un stand de tir, mais sinon ça va tout arriver là-dessus très rapidement, peut-être dans la soirée si j'arrive à faire ce transfert instantanément. Donc maintenant revenons un peu à notre playlist et avançons-nous de 4 années pour aller vers un tournoi qui d'ailleurs je l'ai oublié tout à l'heure dans les tournois majeurs en fait qui ont formé la communauté française, qui est le Stunfest 2010, qui est aussi un tournoi ça c'était mon premier moi perso c'était le premier un de mes premiers tournois sérieux de 2X. J'avais fait des tournois à Lyon avant, j'avais participé j'avais gagné des petits tournois de Japan Touch, de machin, mais c'était vraiment le premier tournoi sérieux de 2X. Mais par contre, le Stunfest 2010, j'y allais en me disant que 2X n'était pas mon jeu principal. J'y allais pour faire du Street 4. Et en fait, il se trouve que j'ai 10 fois plus trippé sur le tournoi 2X que sur le tournoi Street 4. Et finalement, du coup, c'est un peu à partir de ce tournoi-là que moi perso, je me suis vraiment spécialisé dans 2X. À noter que d'ailleurs, c'est rigolo, à Street 4 en pool, j'étais tombé contre Jago et on s'était aussi affronté sur 2X. On s'était affronté sur les deux jeux, je crois. Donc ça, c'était rigolo. Donc là, en fait, ce n'est pas la finale du tournoi, mais c'est la finale loser, je crois. Je crois que la finale c'était Charizard contre la Chun-Li américaine qui s'appelle NKI. Non, c'est pas Charizard qui était en finale, c'est NKI et Tokido qui ont fini premier, je crois. Ah oui. Ouais. Et non, c'est là, pardon, nous avons un match de winner bracket relativement tôt dans le tournoi. Et voilà. Et en fait, nous avons donc sur le côté droit du ring un très grand habitué, enfin une légende absolue des jeux de baston. Hein. Tokido, il a un palmarès. Si vous allez sur la chaîne arcade. Comment s'appelle Arcade Gamer Yoon, ou qui garde un peu toutes les archives des Togeki, vous allez voir en fait que Tokido, le mec, il a gagné des tournois sur des Togeki sur plein de jeux différents, genre sur Capcom Fighting Jam, sur Samurai Shodown 5. Enfin, des trucs, mais le mec, en fait, tous les trucs qu'il touche, il en fait de l'or, quoi. Et je peux vous dire qu'en 2010, Tokido, c'était un mec extrêmement menaçant à 2X. On va lancer la vidéo, si ça te va, Walmart. Ouais, on y va, go. Allez, on la lance. Et en fait, en face de lui se retrouve un gamin de 15 ans. Une petite... Oh, attendez, pardon. On la remet du début. On la remet, c'est bon? T'es prêt, Walmart? Allez, on la remet. Ouais, c'est cool. Donc, Togeki s'élance face à un gamin de 15 ans, une jeune tête blonde, qui s'appelle Milanea, que personne ne connaissait pas, que personne ne connaissait à l'époque, et qui nous sort un petit Honda des familles. Je vais monter un peu le son. Voilà. Donc là, en fait, ce soir, vous aurez sûrement pas mal de vidéos qui ne sont pas filmées dans des conditions optimales. Hein. C'est des trucs, à l'époque, on n'avait pas toujours de la capture. Et donc, des fois, on filmait un peu comme on pouvait. Donc là, c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Et puis, il y a Kongster derrière, il y a Kongster aussi. Hein, exactement. Alors, cette vidéo a été filmée par DAF35. DAF35 qui, pendant des années, a été... une des meilleures, voire l'unique source de vidéos des tournois 2X du Stunfest, hein, vu que les tournois n'étaient pas streamés. Et donc, du coup, voilà, nous avons Milanea, qui du haut de ses 15 ou 16 ans qu'il avait à l'époque, affronte une légende absolue des jeux de baston, Tokido, qui faisait flipper tout le monde dans le tournoi. Et donc là, si vous entendez un petit peu, je vais encore un petit peu monter le son. Vous avez Kongster qui commande derrière. Kongster qui était un mec assez actif de la communauté 2X à l'époque, qui avait un très très bon CAD, hein, qui avait fait des bons résultats. Et Kongster qui avait fini dans les 5 premiers de ce tournoi. Hein. D'ailleurs, il y avait Bob Sagat qui avait fini 5ème de ce tournoi, il avait fait un très 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 bon tournoi, magnifique. Allez, Light Show. Et là, c'est la chauffe. Là, vous sentez que tout le public est pour Milanea, évidemment. Et ça gratte. Ce match, mais je pense que je l'ai maté. Ouais, je l'ai maté au moins une vingtaine de fois ce match. J'étais fou, quoi. Enfin, il a fait ça, mais j'étais vraiment taré. Moi, je l'avais vu en direct. J'étais là, hein. J'étais en direct aussi. Hein.
Et c'était complètement... Bah j'étais juste à côté aussi, ouais. Et là donc en fait vous voyez avec les reflets qui est sur la borne, en fait c'était le Stunfest en 2010 avait lieu dans un endroit qui s'appelait le Triangle, qui était en fait une espèce de gigantesque préau en fait, donc ouvert sur les côtés, un grand toit ouvert sur les côtés, c'était vachement bien, hein. C'était un des meilleurs Stunfest que j'ai fait, il était vraiment exceptionnel. Ouais, il était vraiment cool. Ouais. J'ai fait tous les Stunfest quasiment de ces 10 dernières années, mais ouais, celui-ci est un de ceux que j'avais le plus aimé. Oh là là, l'entière. Alors là, vous entendez Kongster en Osobogos, on l'a tous entendu 1000 fois, c'est Osobogos. Il bat tout point quoi, allez, vas-y. Ah oui, il y a Angel Killa là justement à côté. Ouais. Et c'est Angel Killa qui est à côté, à un moment on le voit dans la vidéo sur la gauche, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc là, vous voyez, Milanea, ça devait faire quelques mois qu'il joue à 2x1 là. Et en fait, il est en train de dérailler Tokido, il a des réflexes défensifs de malade. En plus, à l'âge qu'il avait, Milanea, c'est l'âge parfait au niveau des réflexes. Après, il n'avait pas d'expérience de jeu, mais... Et l'anti-air. Oh là là, Regardez-moi, mais regardez l'âge qu'il avait, quoi. C'est dingue. Attendez, hop. Ouais, voilà, bon bref. Et donc voilà, ça c'est un match que j'aime bien, que j'avais envie de vous partager. Bon, c'est un match de légende quoi. Mais je crois que c'est la première fois qu'un euro battait un japonais quoi. Ouais, et je pense que c'est la première fois. Et c'est devenu une habitude pour Milanea, hein, qui l'aura reproduit plusieurs fois. Milanea après il a battu Bedankura Hashi au X-Mania. X-Mania Europe en finale. Il a battu ensuite Nuki au Stonefest. Il a battu Nuki. Ah oui, il a battu l'équipe des 3 japonais qui étaient Nuki avec après les 2 joueurs un petit peu moins forts sur le jeu qui étaient Bass et Goichi. Mais en fait Nuki c'est vraiment le morceau ultime. Et du coup en fait il avait réussi avec son équipe avec Noodles et Larvosaur à se qualifier pour la grande finale du Stunfest. Donc ça devait être 2017, un truc comme ça, peut-être 2016. Ça, et dans lequel après ils avaient perdu contre l'équipe de Abdel, Simonax, Bazooka et Abdel, je crois. Ouais, ça, il me semble. Et ouais, mais il avait fait une perf complètement dingue contre Nuki. Il a dû en faire même d'autres que j'oublie, hein, mais il a battu vraiment des joueurs, mais abusé quoi. Vraiment, il a ce Honda avec un style très particulier, qui lui non plus, il n'est pas forcément très agressif, tu vois. Je sais pas si tu. Moi, je le vois comme ça son style de jeu. Il a un style un peu comme Prof Jones en fait dans la façon de temporiser, de savoir quand vraiment attaquer. Il varie énormément. Il n'est pas du tout dans une répétition de jeu. Alors permets-moi d'être un peu en désaccord avec le début de ce que tu dis. Sur la fin, je suis d'accord, mais sur le début, en fait, moi je pense au contraire que Milanea, il a un Honda. Que moi, en tant que joueur de Honda, ou on va dire un peu ancien joueur de Honda, parfois j'ai du mal à valider son style de jeu, à le comprendre, parce qu'en fait il fait des choix de risk and reward en fait, que moi je considère comme illogiques. Mais en même temps, il a tout le temps raison. Parce qu'en fait, il a un mind game, Milanea, qui est hallucinant. Et donc, du coup, en fait, il fait des trucs hyper risqués. C'est-à-dire, par exemple, il va jouer contre une Chun-Li, il va faire un saut vite super. Tu vois, il va saut avant, vite super. Tu sais que contre Chun-Li, si tu mets une super de Honda en garde, tu vas prendre une punition 70% de barre. Lui, il va être dans une situation où lui, il lui reste la moitié de sa barre, la Chun-Li, il lui reste 10% de barre. Normalement, si tu raisonnes en termes de risk and reward pur, il ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'en fait, tu fais un 50-50 sur une situation où si tu te trompes, tu perds. Et si tu gagnes avec un truc où en fait, tu pourrais faire des trucs beaucoup moins risqués, genre faire un saut vide de l'eau, faire une chope, faire un truc comme ça. Et en fait, pourtant, il va tout le temps faire le saut vide super. Parce qu'en fait, c'est le truc à contre-courant, c'est le truc, tu vois. Et en fait, à cause de ça, et en fait, il arrive à retourner des trucs impossibles. Milana, c'est un mec qui a 2x crée des miracles en fait. C'est je te dis, c'était pas possible de battre Tokido en 2010 avec Honda, mais c'est juste pas possible. Et en fait, si tu regardes, c'est magnifique. Tout ce qu'il fait, les anti-airs sont là, les mind games. Il y a des moments où il choisit de mettre sa garde sur des pifs, il y a des moments où il chope de manière osée alors que Tokido pourrait piffer. En fait, tous les momentum, tous les mind games sont là. Et il gagne que sur des mind games et des réflexes. Et c'est absolument magnifique. Et il fait ça du haut de ses 15 ans à l'époque. Franchement, respect beaucoup, Mila. Ouais, c'est sûr. Un gros respect, je veux dire. Donc voilà. Et il a effectivement une très bonne garde aussi. Enfin voilà. Un sacré Honda à étudier. Et ben je te propose d'enchaîner. Nous allons nous avancer d'une année. Donc là nous allons sur la vidéo suivante. Hop, je vais déjà la mettre. Donc nous sommes à 14h42. Bon, enfin c'est bon, toi tu vas. Ça y est, je suis prêt à y aller. C'est bon pour toi? Ouais, on y va. Et là on y va. Ouais. Allez, nous avançons donc d'un an.
Et nous allons à Lyon pour l'ESB 2011. Et là en fait nous avons un match absolument décisif entre Old Samir et Spinal Blood. Alors il faut pas suivre les noms en bas, ils sont pas à jour. C'est Old Samir sur la gauche et Spinal Blood à droite. Et le début du match n'est pas sur stream mais ça va arriver. Et là en fait faut quand même s'imaginer, bon en 2011 Spinal c'était déjà un ancien. C'était déjà quelqu'un qui jouait déjà lui, hein. Voilà. Mais par contre en face nous avons Old Samir, ça faisait moins d'un an qu'il jouait au jeu à cette époque là. Et en fait vous allez voir le guide qui va nous sortir. Je vais baisser un peu le son parce qu'il y a les commentaires déjà en français dessus. Donc alors, dans cette chaîne on va pas énormément commenter des vidéos qui sont déjà commentées en français, mais là je fais une petite exception. Il y en aura peut-être d'autres mais... Et donc oui, il y a plein de gens qui vont se voir à l'écran, donc effectivement Cybergoku tu es à l'écran, parce que t'étais souvent derrière moi, tu me donnais des conseils dans les matchs que je jouais. Moi j'étais en équipe avec Samir et je venais de m'incliner contre Spinal Blood là. Et c'était le match pour aller se qualifier en finale pour affronter Orph et Walmart, hein, qui eux étaient en finale. Ouais, et donc ça c'était la finale loser. Et il y avait un partout entre les deux équipes parce que je crois que j'avais battu le coéquipier de Spinal. Et là en fait on a Samir qui voilà, il s'incline dans un premier round contre Sagat. Et à l'époque Spinal Blood vraiment était terrifiant, hein. Alors il y en a certains qui vont dire encore aujourd'hui et c'est le cas. Mais en fait Spinal, tous les tournois à l'époque il faisait des résultats de fou. Donc là petit raté de Samir, ça sera un des rares du match. Mais observez un petit peu le sang-froid. Après, je trouve que c'est un match, tu vois, qui... Dans les apparences, tu vois, t'as l'impression qu'en fait, Gaël il peut pas faire grand chose. En fait, il y a vraiment des outils. Hein. Ah bah en fait, c'est les commandos, c'est tout ce qui est punition en fait en shoto kill quoi. Hein, c'est ça, les sobats, les 10 bazookas. Regardez-moi ce Shoryu de Spinal où il a fait 3 pas en avant de le faire, mais comme c'est beau. Ouais. Donc là, Samir il est en très mauvaise posture. Là, c'est quasiment l'élimination du tournoi, mais il arrive à placer un saut MK miraculeux. Effectivement, Samir, c'est un joueur qui joue depuis pas mal d'années, ne joue plus beaucoup, mais il maintient encore un niveau incroyable et donc. Bon, il a un gueule de fou, hein, je l'ai joué il y a pas longtemps. C'est dire qu'il envoie. Hein. C'est une manière à moi de rendre hommage à ce joueur qui a beaucoup contribué à l'essor de la communauté lyonnaise au début des années 2010. Ouais. Et qui en fait en moins d'un an avait atteint un niveau complètement dingo et évidemment il a continué à progresser encore après ça. Faut savoir un truc aussi, c'est qu'à l'époque Samir, ça se voit pas sur cette vidéo, mais il avait un Guile à tendance un peu flashy. En fait il aimait bien faire des combos un peu stylés. Aujourd'hui il est très prudent en fait. Il fait pas des combos qui overkill en fait. Ouais, je l'ai jamais vu comme ça, moi en tout cas. Ah bah, je peux dire qu'à cette époque, il voulait absolument placer sa super, faire des trucs stylés. Mais ça a vite changé quand il a perdu une fois ou deux des matchs à cause de ça. Ouais, magnifique. Ouais. Et la patience. Et donc, très belle victoire de Samir à l'époque. Mais regardez un peu ce niveau. Ah, salut Bouskov, ça fait longtemps. Regardez un peu ce niveau que Samir avait réussi à maintenir. Enfin, à déjà avoir, pardon, en moins d'un an. Et donc, bah voilà. Ouais. C'était très beau, donc je zappe la suite de la vidéo hein, où Walmart nous défonce en finale. Voilà. Donc, bah voilà, ça c'était pour la troisième vidéo. Donc ensuite, écoute, je te propose d'aller vers une des vidéos que Walmart nous avait proposées tout à l'heure. J'ai choisi, ouais. Alors, je l'ai choisi parce que c'est une vidéo. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de Super Turbo en ce qui me concerne. Parce que vraiment, en fait, c'est en voyant, je pense, cette finale que j'ai eu envie de jouer Dalsim. Elle est de 2007, hein, c'est l'Evo 2007, entre John Choi et Jason Cole. Et tout dans cette vidéo est génial, quoi. Il y a le ring, quoi. Les mecs qui jouent par terre à l'ancienne. Il y a des télé CRT, et c'est filmé sur le CRT à l'ancienne aussi. Et John Choi qui est juste, mais... il y a des réflexes, mais juste bioniques, quoi. Que je connaissais déjà, évidemment, enfin, sur toutes les vidéos avec Daigo hein, sur son Old Sagat. Et là, du coup, sur Dalsim, il fait quand même vraiment des miracles. Donc, je te propose qu'on y aille, qu'on regarde. Ouais, ça marche. Et ben, allez, on la lance. Go. Parti. Ouais, extra Shoryuken, quoi. Alors, nous revenons un petit peu en arrière. Hein. Nous revenons en 2007 avec la finale de l'Evo. Et en fait c'est vraiment très intéressant, mais regardez cette belle archive en fait, regardez à quoi ça ressemblait les finales de l'Evo, le matos sur lequel il jouait. Donc là il y a quelques joueurs, hein, quelques têtes qu'on reconnaît. Mais il y a David Sirlin je crois déjà aussi. Hein. Il y avait Sirlin qui était là. Hop. Donc là c'est en mode sport US hein, avec leurs petits trucs gonflés pour soutenir les joueurs. Donc Jason Cole qui est peut-être le plus ancien de la commu américaine. C'est un mec qui a travaillé chez Capcom dans les années 90.
Il a été là depuis le début en fait. Lui, Alex Valier, Zas et puis ouais, John Choi aussi. Hein. C'est vraiment des mecs. Ouais, Mike Watson et tous ces mecs. Watson aussi, bien sûr. Ouais. Je crois que c'est, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Sanford Kelly qu'on voyait en bas. Enfin là, voilà. Il y a plein de têtes qu'on reconnaît. Là, à mon avis, il y a des têtes. Il y a des bons gars de la commu, quoi. Et Choi, donc, qui joue à terre derrière, il y a Afro Legends d'ailleurs. Hein, je crois qu'on le voit rapidement. Et du coup, après le match, on va mater. Hein. Franchement, je trouve qu'il y a un niveau. Voilà, on le voit Afro derrière. C'est Afro là qui est derrière, avec le stick là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est Afro. Ouais. D'accord. John Choi qui joue tout le temps pied nu comme ça dans cette position. Cette position à la con avec son stick poire en plus. Ça n'a pas trop changé pour lui. C'est ça. Alors John Choi il peut jouer sur des sticks japonais, mais il le fait pas trop en fait. Il préfère jouer avec son setup à avec poire. la batte. Ouais. C'est ça. Là, il me semble que c'est les frères Wolf, il me semble. Ah oui, Graham Wolf et son frère. Ah, il y avait aussi Sanford Kelly là sur la scène. Et Alex Wolf. Ouais, et Alex Wolf. Ah, ouais, c'est ça. Graham et Alex Wolf, qui étaient vraiment des tueurs aussi, hein, des gros tueurs sur 2X. Donc là, je sais pas sur quelle version on joue. À mon avis, vu qu'il y a écrit un win en haut, je pense que c'est la version PS2. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça en effet. Ouais. C'est la version PS2 qui est. D'ailleurs, c'est la version avec Samir où on s'est beaucoup entraîné sur cette version où, à l'époque où lui se mettait au jeu. En fait, à la base, on s'était connu à Game Spirit. Et après, pour faire des sessions, on a fait beaucoup de sessions chez lui où on jouait sur PS2. On s'est énormément entraîné sur cette version. Qui, bon, elle est pas arcade perfect. Dragon, ouais, le dragon, le frame trap, enfin, il y a déjà tout hein, chez Choi. C'est le truc à l'ancienne, là, le stand light kick pour les ados. Feinter les ados, ouais. Ça, c'est. Kenpachi, il aime bien faire ça. Ouais, c'est ça. Ah, magnifique. Là, c'est vrai qu'il faut se dire, on est en 2007 et John Choi, en fait, il a déjà un niveau que n'importe quel gros top Ryu aujourd'hui rêverait d'avoir, quoi. C'est ça. Mais en face, il y a un sacré client. Ce côté très drill aussi, tu sais, chez Cole, je pense, vraiment, il m'a inspiré beaucoup de son jeu quand même. Hein. Il est très agressif comme ça, puis même la couleur, quoi, tu vois, maintenant. Tu sais qui c'est au commentaire, je viens de le reconnaître, c'est Cesc Kilian, tu sais, qui est devenu après plus tard community manager de Capcom. Exact, ouais. Donc lui, c'était un joueur de Honda, hein, qui avait un bon Honda 2X à l'époque. Mais t'as vu comment il joue le match, la Cole, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu la vidéo, il est d'une agressivité, mais vraiment tu fais pas ça, oh putain, le drill shot là. En fait, je pense qu'il s'adapte. Ah, et ça fait le malin un peu. Donc Jason Cole, hein, qui a toujours eu des trucs à la con dans les cheveux, c'est un mec avec une grande gueule, mais très gentil. Hein. C'est un très bon gars. Un mec très très bon délire. Et faut dire qu'aujourd'hui, c'est un joueur, c'est un semi-retraité à 2X. Hein. C'est un semi-retraité, mais à l'époque, Jason Cole, il a gagné des Evo, il faisait partie des plus gros tueurs américains. Hein. C'est ça. Après, Choi, franchement, le match est hyper inhabituel, quoi. C'est Dalsim qui agresse à fond, il va le chercher, quoi. Ouais, pour moi, c'est pas une bonne application du match-up, effectivement, normalement, parce que normalement, dans ce match-up, Dalsim, il ne doit faire que des choses à partir de ce que fait Ryu. Il doit faire que réagir. Et là, en fait, il prend les devants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est John Choi en face? Tu vois, je sais pas. Ou est-ce que c'est réellement son style de jeu? C'est vraiment le style de jeu de Cole, enfin à l'époque de ce que je voyais, voilà, il se fait dragon sur... Un petit chariot dans le bas MP, merci monsieur. C'est complètement fou quoi. Et Cole avait gagné l'Evo 2002 selon Badjikwan et il me semble bien que ça soit vrai. Et à l'époque ça s'appelait pas l'Evo d'ailleurs, ça s'appelait le Battle of the Bay il me semble. Et c'était même pas à Las Vegas. Je crois que c'était à San Francisco ou à Los Angeles, je suis plus sûr. Mais il me semble que c'était le Battle of the Bay si on regarde les archives. Tiens, le frame trap de malade qu'il a fait. Tu ne sautes pas, c'est le truc, si tu bouges, tu prends la super. Et du coup, c'est bien cette Kylian au commentaire, je confirme. Et le mec à gauche, c'est le patron de l'Evo là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Mr. Wizard là. Oui, Mr. Wizard, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Merde, je vais retrouver son nom. Ouais, ça me reviendra aussi. Ouais, c'est ça, c'est un des frères Canon, là, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, l'agression de Ryu. Oh putain, mais fort, comme ça agresse. Ah, bien joué, le Drill MK. Oh, c'est dingue. Putain, il est hystérique ce match. En fait, ils sont en Turbo 5. C'est ça. Ils sont en Turbo 5. Salut Rafo. Il me semble bien hein, que c'était Battle of the Bay à vérifier, mais je vous dis ça un peu de tête. Mais oui, effectivement, la baie de San Francisco, enfin si c'est Battle of the Bay, c'est San Francisco, c'est quasi sûr. Putain, le gros point là sur le drill, mais il y a vraiment des séquences complètement folles. Hein. Ouais, John Choi, c'est un alien. Hein. Alors il y a une vidéo de John Choi qu'on regardera pas ce soir, mais j'avais hésité à la mettre justement d'un tournoi où il fait des choses magnifiques à 2X.
Et ouh, la chope derrière, faut oser. Hein. Oh, faut oser choper derrière ça. Hein. Oh là là. Puis là, Jason Cole, il veut le stun. Hein. Tu sens, il fait des décalages gros points. Hein. Allez, bien joué le Tatsu. Et là, la super. Non, le Shoryu, d'accord. Le Shoryu dans le bourrage de Chop. Il a fait une Kuni. Une Kuni. Et la troisième round, toujours aussi taré. Putain, ouais, c'est beau ces matchs. C'est fou quoi. L'autre il envoie les Tatsu dans tous les sens. Oh, punaise. Oh là là. Sovichov. Non mais. Bon, après, là. C'est pas un turbo très halal là qu'on voit, hein, j'ai l'impression. Le jeu est quand même excessivement rapide. Mais c'est la victoire de John Choi. Sovichov, ça n'existe pas à 2x. Mais voilà, donc très belle victoire de John Choi hein, devant ce public conquis. C'est trop stylé. C'est magnifique. Et donc là, j'essaie de voir si dans le public il y a des têtes qu'on reconnaît. Là, j'en ai pas reconnu de ce côté-là. Mais voilà, une bonne vidéo de Daron. Et bah écoute, on enchaîne hein. Sur on enchaîne carrément. Hop, attention, on va ressortir de là. Donc je te propose qu'on enchaîne sur une vidéo que tu avais aussi proposée. Donc nous allons aller à 1h53-23. C'est ça, bah, c'est une vidéo, là je fais un peu le truc. Je pense que c'est avec... parmi les vidéos où il y a des Français qui jouent, il y a Milania, Tokido. Là aussi, là vraiment, j'ai pris mon pied en regardant ça. C'est une vidéo assez récente. Effectivement, gros bond dans le temps. Et ouais, j'ai trouvé juste le niveau de jeu absolument saisissant. Et j'ai trouvé... Bon, tu l'as mise la vidéo en question là elle est prête à partir. Et bah écoute, on la lance. Ouais, on peut la lancer parce que... je te laisse, vas-y, continue à en parler un peu. Hein. Ouais, bah, je vais un peu commenter du coup. En fait, je pense que Damdai là-dessus, il était un peu coquille, quoi, comme ils disent les Américains, un peu, quoi, tu vois. Et il se disait, bon, Balcorp, ouais, ok, d'accord, ok. Et en fait, Balcorp qui était juste concentré, était là, bon, ok, moi, en fait, je vais te tuer parce que des Ryu, j'en connais quand même pas mal, tu vois, sur le live et sur le machin. Donc, moi, je pensais, quand je l'ai vu en direct ce match, je me suis dit, pareil. Faut pas qu'il fasse le con quand même Damdai parce que vraiment Balcorp en face. Non mais Balcorp a choqué l'Amérique. Et j'ai l'impression que, tu vois, mais voilà, il piffe un dragon et il se prend une punition directos. Donc il met en place les choses, le Balcorp, quoi. Et je pense que tout le long, en fait, Damdai est un peu trop confiant, à mon avis, sur son jeu. Enfin, je sais pas ce que... Peut-être que c'est une mauvaise analyse, hein. J'ai l'impression qu'il le prend pas assez au sérieux et finalement, c'est vers la fin qu'il le prend vraiment au sérieux et Balcorp, en fait, c'est trop tard. Il le déraille, quoi, pratiquement. Mais en fait, c'est la même réflexion que je me suis fait en regardant cette vidéo, en la rematant, parce qu'en fait, tu finis le premier match et il fait une tête du genre ouais, bon, il a piffé 3 fois, c'est passé, mais ça recommencera pas, tu vois. Il a fait un peu une tête de ce style, tu vois, genre ouais, bon, allez, c'est pas important, c'est un FT3. Et en fait, et ça va être chaud, mon gars. C'est ça. Hein. Allez, sans plus d'intro, nous allons aller vers le Texas et les Spring Series en 2019, qui était vraiment un tournoi dantesque. Hein. Ça vaut le coup de le regarder intégralement. D'ailleurs, c'est peut-être, je sais pas s'il a été commenté en français, peut-être par Erko. Si ça n'a pas été fait, je vais aller voir je vais demander à Erko s'il l'a déjà fait. C'est vraiment le genre de tournoi, ça vaudrait le coup de le recommenter intégralement. Oui, en fait. Il est magnifique le tournoi. Il y a tellement de matchs pétés. Tous les matchs de Balcorp sont stylés dans le tournoi. Il y a eu des Technical Monkey, qui est un joueur américain que j'aime énormément, qui fait des matchs très spectaculaires, enfin plein de trucs stylés. Ouais. Allez, et sans plus d'intro, allons à cette vidéo. Nous sommes partis. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vous voyez Balcorp, l'homme sans émotion sur la gauche, qui va affronter la star américaine Damdai sur un setup arcade perfect, parce qu'au Spring Series, c'est le seul tournoi en Amérique du Nord où il joue dans des vraies conditions de bonhomme, contrairement à tous les tournois sur Super Gun. Et donc c'est parti entre Balcorp. Alors le son n'est pas fort du tout, je vais le monter par rapport à l'autre. Oh voilà. Putain, allez, déjà là, le mec il lance la couleur, quoi. Il saute par-dessus le ado, ça je trouve ça magnifique. Là tu vois le dragon. Voilà. Alors tu mets un Shoryu médium en garde contre Balcorp, tu prends 50% de barre. C'est ça. Et là, juste voilà, un mauvais choix, bon saut, terminé. Petit saut MK, voilà. Donc là, Damdai, il est en mode bon, bah ok, il a piffé 3 fois, mais c'est un sac, je vais le défoncer. Ah, tiens, il fait des Shoryu. D'accord. Ah, bah il a pris un Shoryu. Ah, Reka pas confirmé. Par contre, là, tu mets un bas moyen pied dans le vent, tu prends 3 Reka. Et c'est la fin. Donc là, Damdai, ah ouais, effectivement, faut pas faire des Shoryu en garde. J'adore là quand il regarde, tiens, autre part, style, c'est bon. Ouais, d'accord, j'étais pas chaud. Franchement, sur le moment, tu vois, sur le moment, je le voyais, je suis là, putain, mais sans déconner, ressaisis-toi parce que le mec il va te défroyer en face là, c'est un dur, hein, fais gaffe.
Et ce que j'adore, c'est même les commentateurs, si tu les écoutes, en fait, ils sont là, genre bon, bah, c'est un petit accident de parcours, il a perdu un match, mais en fait, à aucun moment, je pense que ça leur traverse l'esprit que Balcor qui peut gagner. Ils ont tellement l'habitude de voir Damdai. En fait, non, mais c'est parce que Fei Long, il est putain de haut dans la tier list, en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est exactement, c'est comme quand Luffy il a gagné l'Evo à Street 4, en fait, les Américains ils disaient que le Rose était top tier, tu vois. En fait, pour eux, ça ne peut s'expliquer que par le fait que le perso est pété. Bon. Donc là, bon, Damdai qui prend son premier round, par contre il rate un ado, il met un Shoryu à la place, donc il prend 50% de barre en punition, un gros point à 3 Reka, ça remet les idées en place, un petit Shakunets qui met à terre. A noter que dans le round précédent, Damdai avait été un peu malchanceux quand même, parce qu'il a fait un 4 hit sur Fei Long qui stun dans 90% des cas, et il n'avait pas stun. Je me suis dit, il finit quand même par gagner derrière, donc là c'est bien engagé pour Damdai. Et là je crois qu'il va y avoir un vol de barre sur un Shoryu. Ouais. Ah non, match pris par Damdai, pardon. Je sais pas s'il connaît vraiment des fails aussi bons que celui de Balcor, quoi. Je pense pas qu'il y ait ça. Non, aux États-Unis il n'y a pas de fail. Il n'y a pas de fail de super haut niveau. Il y a Jiggle Norris qui est pas mauvais. Ouais. À ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait. Hein. Donc là, à mon avis, il se fait surprendre, quoi. Donc là, à l'écran, vous voyez ce superbe gif fait par Nils Sapin qui est sur le chat. Avec ce round de malade, là. Putain, là, avec le perfect, là, c'est juste une round de fou furieux qui fait, quoi. Il l'a déraillé. Donc là, égalité parfaite entre les deux joueurs. Allez, un saut gratos. Là, en fait, maintenant que Balcor qui lui a mâchouillé le cerveau, il va commencer à le choper, là. Je ne saurais pas dire s'il estime Balcor de son côté, si Old Ryu c'est plus facile ou moins facile que New Ryu. Moi je dirais que c'est un peu plus facile, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est pire, parce qu'en fait il n'y a pas les setups de les embrouilles sur shop non déchopés, et là Balcor... Ah voilà, Jameson me vole les mots de la bouche, Balcor qui vient de lui dire t'essaies de me choper, bah voilà ce qui arrive, casse-toi avec ta chope. 2-1 pour Balcor, magnifique. Et là Damdai qui commence un peu à s'inquiéter. Là en fait on commence à sentir un début d'inquiétude quand même. Ouais c'est ça. Là, mais comment ça se fait? Normalement, je suis censé aller en finale de poule contre. Ils étaient en poule avec Otochun aussi. Hein. Elle était violente leur poule, et Balcor n'avait pas été seedé extrêmement haut. Enfin, il était seedé en dessous de. Voilà. Et là, par contre, le 4 hit cette fois-ci, il stun. Ouais, là, il prend là. Ouais. Bah ça, c'est un combo, un Touch of Death classique de Ryu qui marche sur pas mal de persos. Ouais. Allez, là, ça c'est pas safe, punition. LK, Shakunets. Allez, le cross-up, ah oui, le Shoryu qui touche en redescendant, ça c'est très énervant pour Dicta contre Fei Long quand tu fais des save jump et que tu te prends quand même le dragon alors que tu l'as save jump. Wow, le bas gros point, la punition, laisse tomber. Ouais. Là, Balcor qui est pas bien. Et il perd, ça fait 2-2. 2-2 entre les deux joueurs. Et là, je crois qu'il va se retourner pour derrière. Il joue bien. Hein, ouais, il est pas mauvais, ce mec avec ses petits souliers là. Il fait des trucs. Et après, je pense que quand même, là, il doit avoir. Là, il se concentre, à mon avis, il est à fond là, Damdai. Par contre, là, c'est fini. Parce qu'il sait qu'il peut vraiment perdre trop vite, quoi. Balcor qui fait une toute petite erreur d'exé avec un saut vertical au lieu d'un saut avant, qui lui fait rater un save jump. Mais par contre, la whiff punish. Voilà. Là, Damdai, s'il met une balayette dans le vent, il prend les 3 RK, tu vas voir. S'il met un bas MK dans le vent, une balayette dans le vent, il prend les 3 RK dans le coin. Et le Shoryu, un quart de barre. Le dragon. Cette violence. Jameson est choqué. Tout le match, ça. Jameson est choqué. Allez, saut vite dragon. Et là, c'est le moment où Damdai, il est stun mental, il faut lui faire des chops. Ah, c'est ça. Par contre, Damdai, il a quand même un mental. Hein. Oui, non, mais il est incroyable ce joueur. C'est un compétiteur incroyable, il a un sens de la gagne. Allez, bien joué. Là, il magnifique footsies de Damdai, décalage, balayette, frame trap. Allez, le Reka bien puni. Il fait perdre un peu patience à Balcor, qui pourtant jouait avec un calme hallucinant jusqu'à maintenant. Et par contre, je vous annonce, il va se passer quelque chose d'incroyable dans cette vidéo. Ça va être le seul moment de l'histoire où Balcor montre une émotion. Allez, en attendant, on arrive au round final. Bien joué sur ce très beau Shoryu de Damdai. Allez, décalage Shoryu. Damdai, faut le garder ce Shoryu hein, quand même. Hein. Et là, c'est Damdai qui pour la première fois a l'avantage dans ce défi. Avantage, allez, une première chop. La phase, une deuxième chop, ça fait très mal sur Rodrigo. Et là, et attention, ne mets pas un coup dans le vent Damdai, ne mets pas un coup dans le vent. Ne mets pas un coup dans le vent. Et si, le bas gros point dans le vent. Et 3 Reka. Et c'est la mort. Et là, regardez, en exclusivité, Balcor qui
a des émotions et qui se tape de manière rageuse les mains, qui est très très content d'avoir battu ce monstre américain. Très très belle perf. On notera que par contre, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'il fait 2 fois bas gros point. C'est quoi l'utilité dans ce match? Franchement, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est une anticipation de Chicken Wing ou si c'est une chop ratée peut-être ou un ado raté. En 50% 2 fois là-dessus quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il fait peut-être des cara ado et qu'en fait je sais pas, des foires, je sais pas trop. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. En fait, c'est à mon avis c'est de la panique. C'est quand t'es dans le coin contre Felon que au bout d'un moment tu te mets à appuyer sur les boutons en fait de manière déraisonnée quoi. Ouais. Et c'est absolument magnifique donc très. Bravo, ouais, apparemment il a raté un ado. Mais bah voilà, très très beau match. Très très beau match effectivement. Et donc on notera que dans ce tournoi, Balcor qu'il a à peu près tué la moitié du top 5 voire du top 6 américain, parce qu'il avait aussi tué Fromo et Mars Gatti. Oui, exact. Je me demande s'il a pas joué contre Technical Monkey, pas sûr. Par contre, voilà, il n'aura pas joué contre Afro et Ultra Combo. Ce sera les 2 seuls gros américains contre qui il n'est pas tombé dans ce tournoi. Mais sinon, les autres, il les a déraillés. Il a tué Rizwan, effectivement. T'as tué Rizwan et Fromo, quand même aussi. Hein. Alors Rizwan, le match contre Rizwan, il fait mal en fait. C'est une boucherie, hein. Le match contre Rizwan. Non, mais c'est dingue. Putain, mais Rizwan, pourtant, c'est un monstre, le mec. Hein. Ouais. Et franchement, il prend une espèce de fessée. Mais c'est juste dingo, quoi. Ouais, c'est. Enfin, après, je pense peut-être qu'il y a ce truc de peut-être pas connaître le perso éventuellement. Mais malgré tout, hein, franchement, ils prennent cher, les mecs. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis déjà en train de préparer la vidéo suivante. Mais la suivante, du coup, pour moi, on avait vu pour choisir quelques vidéos, donc 3 vidéos, donc une plutôt américaine, notre héros, et là, c'est un de mes matchs, un de mes matchs, pas peut-être le plus, mais préféré du monde, de la vie, de l'univers. Je pense que honnêtement, le round qu'on va voir, je sais pas si c'est le premier round. Le premier round, c'est le meilleur de tous, je crois. Pour moi, le premier round, c'est le meilleur round de l'histoire de 2X. Pour moi. Hein. C'est tout à fait subjectif. Hein. Je le trouve parfait, je le trouve presque chorégraphié et cinématographique. C'est du tasse en fait. C'est incroyable. Ouais. Super. Donc vas-y, hein, on va y aller. C'est du Michael Bay, il y a des retournements de situation, c'est superbe. Eh bien, allons-y, t'es prêt à y aller? On y go. Eh ben, on y go. Allez, donc attendez, non, pardon, on dépose un coup. Je vais quand même faire une toute petite intro sur ce truc là, c'est qu'en fait là nous sommes sur le Kemono Michi et en fait c'est un FT10 qui a été fait de manière triangulaire en fait entre Kurahashi, Yaya et Daigo. Faut savoir que donc Yaya qui est sous son ancien nom Ogu ou Ogo dans ce tournoi, Yaya en fait est le sensei de Daigo en fait, c'est Yaya qui a motivé Daigo à se mettre au jeu de baston. Et en fait, pour ce tournoi précis, en fait, on a mis ces 3 joueurs ensemble parce que Kurahashi c'est aussi le daron des darons, hein, le mec qui faisait des tournois depuis le début au Japon. Et il faut savoir un petit truc, c'est que Kurahashi et Yaya se détestent en fait. Mais vraiment, dans la vraie vie, ils se détestent méchamment. Même si ça a l'air de s'être calmé là à l'époque de cette vidéo, mais vraiment avant, c'était des joueurs qui ne pouvaient pas se piffrer. De toute façon, en 2012 au X-Mania. En effet, il y avait vraiment une rupture entre. Alors, il y avait Yaya, Komoda, Kusumondo, et j'avais l'impression que les 3 ils étaient ensemble, et de l'autre côté, il y avait Kurahashi comme un gros bidu, quoi. Je comprenais pas le truc, tu vois. En fait, Kurahashi, c'est un joueur très arrogant et qui s'est toujours embrouillé avec tous les joueurs japonais. En fait, il a toujours été très méprisant avec les joueurs moins forts. Il n'a respecté que les joueurs du plus haut niveau. Faut savoir que Kurahashi, si vous avez regardé des vieilles vidéos, enfin pas si vieilles que ça d'ailleurs, sur la chaîne de Daigo, enfin il y a une chaîne qui s'appelle FGC Translated. Où on peut trouver des vidéos traduites en fait d'une sorte d'interview que Daigo avait faite de Kurahashi, où en fait il explique que Kurahashi dans les années 90, en fait sa vie ne tournait vraiment qu'autour de 2X. Il y a eu des moments où en fait il payait plus sa facture d'électricité, il n'avait pas l'électricité chez lui, parce qu'en fait il s'en foutait, tout son argent il devait partir dans les salles d'arcade, et en gros le mec il se nourrissait, et à un moment il expliquait, il avait passé pendant plusieurs mois, il se nourrissait de pain de mie et je sais pas quoi, juste pour faire des économies, pour que ça parte tout dans la salle d'arcade quoi. C'est pas possible, putain, c'est ouf. Et ce mec là en fait, même encore aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais en fait, il a un air un peu triste du genre, ouais, l'âge d'or de 2X c'est fini, ma vie n'a plus de sens quoi. Ce mec-là, toute sa vie, elle tourne autour de 2X, c'est le truc le plus important de sa vie. Mais la contrepartie, c'est que c'est tellement important pour lui qu'il s'est souvent embrouillé avec des gens. Il y a eu beaucoup de sales histoires. Et Yaya, en fait, lui, c'est le mec super sympa qui est pote avec tout le monde, tout ça.
Et il fait partie du gang des mecs, voilà, des vieux darons avec Komoda qui déconnent, qui sont toujours en train de rigoler, tout ça. Et eux, ils détestent Kurahashi en fait. Et effectivement, en 2012, à Toulouse, il y avait une grosse scission avec Kura. Et en fait, le lendemain du X-Mania Europe c'était numéro 2, hein, je crois, c'est ça. Ouais. Et ben en fait, j'avais passé la journée avec Yaya, Kusumondo et Komoda. Et on avait passé la journée à triper dans Toulouse, aller se balader, boire des bières, faire des magasins, des machins. Et en fait, on parlait avec eux. Et à un moment, on était à l'aéroport, on était allés ensemble. Et Komoda, il nous paye une tournée de bière. Et en fait, je sais plus, on parlait de ouais, c'est qui le meilleur Gaël, c'est qui le meilleur machin. On parle de différents trucs et tout. Et à un moment, je leur dis ouais, et Kurahashi pour vous, c'est quoi? C'est le meilleur Ryu, c'est le deuxième meilleur? Et là, Yaya, il me dit non, pour moi, il est pas dans les 5 premiers. Ok. Là, je fais, putain, c'est chaud quand même. Ouais, Ne pas dire qu'il est dans les 5 meilleurs Ryu, putain, bon. La mauvaise foi de ouf. Ouais, c'était quand même après, assez violent quoi. là, ça a l'air apaisé, hein. Honnêtement, Ouais, ça va, quoi. en fait, si on regarde à la fin de la vidéo, ça se tape dans l'épaule, enfin, c'est très correct. Mais en tout cas, Après, voilà. tu vois ce que tu dis là sur Kurahashi, comme quoi il était hyper méprisant. Le mec, il a quand même sorti à Koemon, devant Koemon, il me désignait, il me disait ah, Master Dalsim, tu vois, Master Dalsim, j'avais ta gueule, c'est ça, le mec me troll, quoi, tu sais. Donc, quand t'es vraiment pas très bon, c'est bon, le mec, en fait, il peut te dire que t'es bon. Par contre, quand c'est le très haut niveau, à mon avis, peut-être que, ouais, il avait des moments où il était un petit peu. Mais après, franchement, enfin, sans déconner, enfin, sa gestuelle même quand il joue. Enfin, c'est un des joueurs les plus possédés que j'ai vu. Hein, Ah ouais, quand il joue, hein. c'est magnifique. On dit, il fait presque, enfin, c'est le truc hyper cliché, mais il fait un avec le setup, quoi. Il fait un avec la borne, quoi, le mec. Il est presque en chorégraphie, quoi. C'est dingo, quoi. C'est un joueur formidable, vraiment un des plus grands, un des plus titrés aussi. Hein. Il a gagné plein de Togeki, il a gagné trop de tournois, il est Et trop si fort. je me trompe pas, d'ailleurs, le report dont tu parlais de Professeur Jones, il parle de lui. C'est-à-dire que je crois que le premier gars qu'il a vu quand il est entré dans une salle d'arcade, il dit dans le report, il met un peu de suspense, il dit je vois un gars, il défouraille tout le monde, il fait que des cross-ups parfaits, il est en train d'enfiler tout le monde, quoi. Et il dit ah oui, mais en fait c'est Kurahashi, quoi. Ok, d'accord. Et le gars apparemment, enfin, il prenait n'importe quel perso parce que, enfin, il joue Ken aussi, il joue Balrog, il joue tout le monde, quoi. Enfin, c'est vraiment un taré, quoi. Tu me tends une perche parfaite pour revenir à un truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié. C'est justement pour revenir sur cette histoire du report de Prof Jones en 2008. En fait, je disais qu'il avait participé au Last Chance Qualifier pour aller se qualifier au Togeki. Et donc, en fait, il était allé participer à plusieurs tournois de qualif, en fait. Il a testé plusieurs. Et dans le dernier tournoi de qualif auquel il allait s'inscrire, je crois que c'était vraiment le dernier ou l'avant-dernier dans lequel on pouvait se qualifier pour le Togeki. Bah, il arrive dans une salle. Prof Jones, et en fait il cherche un coéquipier, c'était en 2v2 et il fait bon bah j'ai pas de coéquipier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre avec moi? Là il y a un joueur de Blanca qui se met avec lui, qui était assez jeune à cette époque là, et en fait ils font le tournoi et ils gagnent le tournoi de qualif en fait, et apparemment le Blanca il a vraiment déraillé tout le monde. Et est-ce que tu sais qui c'était ce Blanca, Walmart? Aka Blanca? Afo, c'était Afo. Afo. Pardon, oui, ça. Et c'était Afo qui était un relativement inconnu en 2008, et en fait ils se sont qualifiés ensemble au Togeki et ils ont passé quelques tours. Hein, Donc voilà, Afo hein, qui aujourd'hui est sûrement le meilleur Blanca en activité. Hein, là, vu que Komoda est un peu en dessous maintenant. Bah, après il y a Nakamu qui a un niveau stratosphérique, mais je pense que Afo ça reste le plus fort à l'heure actuelle. Ouais. Eh bien, mon cher Walmart, je te propose que nous allions vers cette vidéo et franchement, attachez votre ceinture parce que là, c'est du 2X qui décoiffe violent. Là. Ouais, ce round là, voilà, ce que j'ai un peu vendu, faut vraiment, voilà, faut bien écarquiller les yeux et voir tout ce qui se passe, quoi. Pour moi, c'est le round parfait. Bon, on y va. Allez, on revient à 2-23, comme ça on se synchronise bien. Vas-y. Attends. Allez, c'est parti à 3, 2, 1. Allons-y. Allez, Monomichi, donc c'est un FT10 entre Kurahashi et Ogu, et là il y a 9-8 pour Kurahashi, et là ça joue sa vie. C'est l'agression de Kurahashi, le mec il utilise des macros et des autofire pour pouvoir faire des tatsu. Le public en peut plus. Oh, la contre-choc, il y a tout, quoi. C'est de la folie. Donc là il est foutu, il peut pas revenir. Ah, ce MP, putain. Oh là là. Putain, mais ce round.
Ce round est juste Incroyable. J'arrive pas à C'est- commenter, ça va trop vite en fait. Non, tu peux pas, il faut juste regarder quoi. C'est. Ouais, le stand MP, ouais, Combo fait, t'auras noté le stand MP en Titatsu de loin là, qui est vraiment genre ferme ta gueule quoi. Et puis le double KO quoi, enfin, il y a tout. Ah quoi, ouais, c'est c'est au mérite quoi. Là, ça a Ouais, chargé là, les c'est super, ouais, donc c'est- maintenant ça fait moins les malins, ou plus les malins selon le point de vue. La vidéo elle déconne un tout petit peu, mais c'est pas grave du tout. Allez, bien joué le HK. Ah, le Hado, mais cette pression, mais comme il est vénère, Kurashi. Allez, une erreur de Kurashi. Allez, un Shoryu. C'est dingue. Mais t'as l'impression que les gens ils se détestent en jouant là. Mais il y a un côté quand même, hein, tu sens qu'il y a une tension. C'est hargneux, hein, c'est très hargneux. Allez, Kurashi qui a une balle de défi, hein. S'il remporte ce round, c'est définitivement fini, ça se fera 10 à 8 pour lui. Allez, le Hado entier, là il est mal Yaya, là il va se faire des save jump shop, il est dans le coin, c'est pas très grave d'être dans le coin, mais quand Ryu aura sa super... Ah, le MP est magnifique. Oh là là, mais toutes les punitions sont tellement folles quoi. Ah, les punitions sont dingues. Allez, ce vertical, moyen pied, c'est trop... HK je veux dire, c'est trop beau. Ah, l'entière qui rate. On va pu prendre une super là. Allez, Yaya qui sauve sa vie, qui sauve une balle de match. Et c'est donc peut-être le round final de ce défi. Allez, petite hésitation. Et sans regarder un instant là. Il y a plein de trucs bizarres dans le sens. Ouais, là par contre il commence à trop anticiper Yaya et du coup il se prend des ados. Kurashi le lâche pas, par contre ça c'est pas ça, là je l'ai attendu, mais flash kick. Là il est mal Yaya. La super bien évité. Et la shot. Ah là là, Là, quel match. salut. Je sais pas, tu vois, pour le truc. Ah, le son est un peu fort, je vais le baisser. Mais effectivement là, Ouais, on ça voit va, beaucoup de cordialité entre les deux joueurs, ça me fait très plaisir ouais. parce que voilà, c'est des deux légendes incroyables. À savoir quand même que Yaya, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, Guile n'est pas son main en fait. Son main est Sagat, mais il a un Guile complètement dingue en fait, un des meilleurs Guile. Donc là on voit tous les super commentateurs derrière. Vous voyez Yoshiwo au milieu. Papatiwawa à gauche et Daigo à droite, donc c'est vraiment un excellent trio de commentateurs. Enfin, Daigo c'est pas le meilleur commentateur, mais donc Mais après, tu vois, Yaya, c'est peut-être pas le meilleur Guile au niveau de. Enfin, je pense que c'est Kotaka hein, en ce moment. ouais. Mais après, au niveau du style, moi c'est mon préf. Quoi, tu vois. Il a vraiment un style de jeu que je trouve absolument génial. Quoi. Magnifique. Et je me souviens d'ailleurs de Orf qui avait joué contre lui justement au X-Mania 2 et il comprenait pas quoi. Il comprenait pas, il savait pas quoi faire en fait. Il était complètement il se faisait manger le cerveau. Est-ce que tu te rappelles au X-Mania 2, en fait, Yaya il nous avait choqué avec un truc, c'est qu'en fait, il utilisait une shoto kill que les autres guys ne se servaient pas, c'est qu'ils faisaient des shoto kills à la balayette. En fait, quand tu te retrouves dans une situation de boule contre boule, les gars ils vont faire avant gros point, bah lui en fait, s'il jugeait qu'il avait le temps de le faire, il faisait avant balayette. Et en fait, c'était une shoto kill de luxe. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup d'autres guys qui faisaient vraiment de manière constante, de manière fiable, en fait, cette shoto kill là, en fait. C'est vraiment sa petite touche perso. Donc c'est un guy de légende. Et Yoshiwo qui a tué Yondaime, ouais, ça effectivement, c'était dans un. Donc nous précise Balcor sur le chat, c'était dans un. Peut-être dans un Kakerogo ou un X-Est il y a peut-être un an, un truc comme ça. Yoshiwo qui avait fait un tournoi de fou, il avait failli battre Mao. Ouais. Donc voilà, ça c'était des matchs que tu avais sélectionnés. On va aller vers un match que j'ai sélectionné. Et après, il y en aura encore d'autres, peut-être à toi aussi. Et bien c'est parti, donc on va préparer le match suivant, 14-54. Alors attends, ouais, je mate. T'as les timestamps dans la description si tu veux te mettre sur le truc. Ah oui, exact, je vais le prendre ça. Okay. Ouais, surtout que moi la vidéo, bon, je sais pas pourquoi, elle a mis un peu de temps. Alors là, nous allons en 2018 en France. Nous revenons à Lyon dans un tournoi dans le XSB 2018. Donc c'est le deuxième des 3 XSB qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et nous sommes dans le tournoi en équipe. Je crois que c'est peut-être la demi-finale winner. Et en fait, nous avons un match qui oppose. Il y avait 4 Japonais qui ont participé au tournoi. Et nous avons un match qui oppose d'un côté. Donc Koemon, Murasaki et Kawasim, donc c'était l'équipe intuable du tournoi, hein. C'était pas possible que cette équipe elle perde contre qui que ce soit.
Et en face, nous avons le 4e japonais qui a décidé, plutôt que de se mettre avec d'autres Japs, que de se mettre avec des copains. Et du coup, il s'est mis avec Blackman et W. Donc des copains de soirée, de picole, hein, parce que quand TMF il vient à Lyon, en général, bah, je l'héberge à la maison et on se fait des bonnes bringues, on rigole bien, on se fait des soirées à pleurer de rire, un peu arrosé. Et bah là, en fait, il avait fait équipe avec les potes. Et bah, malheureusement, W et Blackman ont eu beaucoup de mal et se sont fait buter par Koemon en premier. Et en fait, juste à ce moment-là, TMF arrive à buter Koemon, mais après, bon, déjà, il butait Koemon avec... Ah non, pardon, il bute... Ouais, c'est ça. Non, pardon, il bute Murasaki. Et donc, bah, buter Murasaki avec Gief, hein, déjà, c'est une belle perf. Mais là, en fait, il sait qu'à ce moment-là, il lui reste Kawasim et Koemon à buter. Donc, autant dire une plaie absolue pour Zangief. Mais il va tenter sa chance. Donc là, en fait, nous avons les commentaires. Ça a déjà été commenté en français, donc encore une fois, bah tant pis. Hein, et on va avoir les commentaires donc d'Easymorn que vous allez entendre là-dessus. Donc je vais les laisser parce qu'en fait, Easymorn s'arrache bien la voix à certains moments. Ouais. Mais voilà, c'est pour le plaisir. Donc là, ça sera parmi les vidéos qu'on regarde ce soir, ça sera une des seules sur un tournoi que j'ai organisé moi-même. Mais j'adore ce match, donc je vous le partage si vous ne le connaissez pas déjà. Et même si vous le connaissez, vous aurez sûrement du plaisir à le remater. Et ben c'est parti, Walmart. Ouais, go. Allez, go. Allez, donc TMF The Miracle Fighter versus Kawasim. Donc un match-up absolument ignoble pour Zangief. Ouais, c'est ça, mais alors, franchement, pour l'avoir joué, bon après, je suis pas Kawasim, hein, mais honnêtement, un Zangief comme ça, avec Dalsim, c'est flippant. En fait, t'as tellement pas le droit à l'erreur. Zéro erreur, c'est horrible de dire ça en tant que Dalsim, hein, parce que t'es quand même dans la position du bourgeois, quoi. Mais honnêtement, tu te chies dessus, quoi, parce que tu sais que le mec, je sais pas, il se téléporte dans l'espace. Je me pose un instant. Donc en fait là vous voyez TMF qui était encouragé par Blackman, hein, qu'on voyait derrière. Il faut quand même préciser une chose, c'est que c'est un tournoi team, donc là c'est en un match gagnant. Oh, superbe sprite de Dalsim en train de tomber là avec sa tête rentrée dans ses épaules. Cette gueule déformée de Zangief. Donc là c'est en un match gagnant, hein. Là TMF il perd ce round, c'est fini, éliminé du tournoi, tout ça quoi. Donc il y a 2-1 pour l'équipe Japon, et là donc l'équipe Yoga Sangria en face va tenter de faire ce qu'elle peut. Donc voilà, allez, on y revient. Go. Donc là, c'est la mer noire pour TMF. Allez, je monte un peu le son pour entendre les commentaires des immeubles. Et là, c'est foutu. Ah, c'est foutu pour Kawasim. Kawasim, il le savait déjà avant la relevée que c'était fini. Il y a tout le public. Donc là, c'était 95 personnes en train de gueuler TMF. Donc là, bon, il se prend le match-up en pleine gueule. Là, il commence à avoir un certain retard à l'énergie. C'est quasiment impossible. Magnifique anti-air barrière RNP de Kawasim, hein, très bien jugé à cette distance. Et là, quand ça commence à dérouler comme ça, côté Dalsim, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, là, c'est le moment. Le seul moyen de revenir, c'est un miracle. Genre un lariat dans un bas gros point. Un sauvi de balayette. Allez. Et la TMF, toujours aussi sympa, qui se marre. Il est parti, le gars. Mais franchement, ouais, quand je l'avais joué avec Dalsim, putain, je me faisais dessus, quoi. Ah, donc en fait, si c'est Murasaki qui s'installe, c'est que ça veut dire que c'était bien Koemon qui avait été battu en premier match. Et bah finalement, TMF perdra contre Murasaki, tant pis, hein. Il a fait ce qu'il pouvait. Après, Murasaki, c'est un sacré tueur aussi. Donc voilà, ça c'était pour une des vidéos que je voulais suggérer pour ce soir. Nous allons faire un petit bond de 8000 km vers l'ouest et pour aller dans la ville de Toronto. Un an avant, je crois, ou non, c'est la même année peut-être. Allez, donc je prépare la vidéo. Hop, donc là, ouais, c'est bon, t'as les timestamps, une 47,53. Ouais, ok, je suis calé. Donc là, en fait, c'est ça, c'est un an avant. Nous allons vers la Canada Cup 2017, salut Seb. Nous allons vers la Canada Cup 2017, qui était vraiment un tournoi très ambitieux sur 2X. Enfin, c'est un tournoi très ambitieux en général. La Canada Cup 2017 avait énormément d'internationaux qui étaient là. Mais sur 2X en particulier, il y avait beaucoup de Japonais. Je crois qu'il y avait 7 Japonais qui ont participé à ce tournoi, et pas n'importe lesquels, hein. Il y avait Kusumondo, Shogatsu, Tomo...
Daigo, pardon, Koemon, ouais, Koemon qui avait fait le spectacle là aussi. Hein. Ouais, J'aurais pu sélectionner le match de Koemon contre Ultra Combo, qui était vraiment un match très spectaculaire. J'y reviendrai peut-être un jour à l'occasion. Mais j'ai décidé de sélectionner le match d'un des joueurs, d'une des coqueluches japonaises très appréciées dans la communauté française, qui est en la personne de Kusumondo, qui est vraiment un joueur de légende évidemment, mais particulièrement apprécié en France. Et en fait, là, nous sommes dans le tournoi team. Et Kusumondo va devoir affronter, il est le dernier joueur de son équipe, en fait ses coéquipiers Shogatsu et Tomo ont été butés par le mec en face qui s'appelle Daigo, un certain Daigo avec Ryu. Et donc Daigo est en train de civil la team et le sauveur Kusumodo arrive pour faire justice, pour faire valoir la justice. Donc je te propose d'y aller, Walmart. Après c'est un peu chaud quand même quand t'es avec Honda et que tu te dis c'est Daigo quoi derrière. En fait là tu te tapes un match-up 8-2 alors que t'es le dernier de ton équipe, t'as 3 mecs à buter en face et en fait t'as Daigo en face. Donc ouais le gars il codait quoi. C'est un peu compliqué de se taper Daigo. Mais Kusumondo, je vous invite à observer ces petites gestuelles qu'il fait avant le match. En fait un peu des exercices de PNL, de respiration, de concentration. J'apprécie beaucoup ce genre de choses, j'essaye un petit peu de les faire aussi moi-même, je trouve que c'est très utile en tournoi pour se recentrer, se concentrer. Et donc Kusumodo va se concentrer et faire de son mieux face à la légende Daigo, une légende en rencontre une autre. Le résultat, tout de suite, on lance la vidéo. C'est parti. Ah, attends, je ne l'ai pas lancé. Attends, elle se lance que maintenant. Ok. C'est bon là? Allez, go. Allez, Kusumondo contre Daigo. Je vais baisser un peu le son. On entend James Chen derrière. Donc là, Kusumondo, j'ai laissé volontairement le passage. Vous voyez, il fait des petits exercices de respiration. Il écarte les mains pour inspirer et après il les baisse pour expirer. Ça, c'est un truc classique d'arts martiaux. Il a probablement pratiqué des arts martiaux, Kusumondo. Ça se voit sur ce genre de petits trucs. Donc en fait pour se mettre dans l'instant, et après Kusumodo en général il tape des mains à la fin pour essayer de claquer un truc genre le monde n'existe plus autour de moi et je me concentre pour affronter la légende absolue Daigo. Donc en fait si vous avez des difficultés avec Honda contre Ryu, et ben regardez ce match. Voilà, donc la spéciale Kusumodo. Incroyable. Et l'agression. Voilà, donc Daigo en fait il y a quelqu'un qui lui dit attention le match a démarré, vas-y mets ta garde. Ah d'accord, un round à 0, ah ok. Donc là en fait il est tellement stun mental que Kusumodo lui fait une marche de l'empereur, la spéciale Kusumodo, et il retombe derrière et ben merci d'être passé monsieur. Double perfect sur Daigo. Voilà, ça c'est fait. Pauvre Daigo. Et c'est Koemon qui prendra la suite et je crois que Kusumodo le tuera, mais on va s'arrêter là au niveau de ce match là. Donc voilà, un beau match de Kusumondo, magnifique hein, mais tu vois, t'as l'impression que tu peux pas faire un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas, il gaufre des trucs, mais je sais pas, moi j'ai pas souvent j'arrive même vu... pas à capter comment il fait ça en fait, tu vois, parce que franchement mettre un double perfect sur Daigo quand même avec Honda, c'est tellement chaud quoi. Moi j'ai pas souvent vu un Honda qui marchait d'entrée de round et qui faisait une chope gros point à Ryu quoi. C'est tellement que le Ryu est terrorisé en fait par ce qu'il vient de prendre juste avant quoi. Alors le seul truc que je vois c'est qu'il est chez Dalsim quoi. C'est vrai, c'est une petite aide, c'est une petite aide, je te l'accorde. Ouais, mais bon, c'est juste ça quoi. Pas non plus fou quoi. Hop, alors attends, je vais déjà préparer la dernière vidéo. Donc à savoir que la dernière vidéo a été hébergée sur la chaîne YouTube. En tout cas, je l'ai retrouvée sur la chaîne YouTube de Cybergoku qui est dans le chat. Il a dû la ripper, la qualité est dégueulasse. Il a dû la ripper n'importe comment à partir de je sais pas quelle haute vidéo et du coup se re-upload est immonde. C'est dégueulasse aussi. Moi j'aime bien hein, les vidéos comme ça bien. Ouais. C'est ça, on s'en fout. Le match est trop bien. Et donc on va finir cette série de vidéos sur un dernier match que j'ai sélectionné qui est un classique, hein. Je me suis pas trop mouillé. C'est un match miroir de Gaël absolument fabuleux qui a eu lieu au Tegeki 2003. Donc là en fait si on veut parler de daronisation, tout à l'heure on était sur des matchs de 2006, là nous avons un match en 2003, il y a 17 ans. Et franchement c'est un match que j'ai vu aussi un nombre infini de fois quoi. Voilà. C'est vraiment, honnêtement, c'est une des vidéos que j'ai vu le plus de 2X, je pense, honnêtement. Ouais, je l'ai maté un paquet de fois, et s'il y a des gens qui osent dire que le match Mirror Gaël c'est de la merde, mais regardez ce match, quoi. Regardez la beauté de ce match. Alors, certes, il va y avoir quelques Sonic Boom, hein. Là c'est sûr qu'il y en aura un petit peu, mais c'est magnifique. Donc... c'est pour ça que je l'ai maté beaucoup, moi, justement. C'est parce que, au début, je me disais, c'est n'importe quoi, et après, je me disais, non, c'est surtout pas n'importe quoi. C'est quoi les choix, en fait, des mecs, tu vois?
pourquoi là ils font le choix de rester sur Sonic Boom? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment le mec au niveau du spacing il se dit bah en fait je vais plutôt faire ce choix-là? En fait c'est très intéressant à ce Quand tu viens d'en niveau-là, faire 5, comment tu peux ne Mais pas c'est en ça. faire un de plus? Comment c'est possible de Ben casser ouais, ça? tu vois, mais qu'est-ce que c'est le déclenchement psychologique, tu vois, pour te dire là c'est le bon choix, quoi. Et ça va l'être ou pas, tu vois. Et c'est en ça que c'est intéressant ce match. Pour moi. Ouais. Donc en fait, nous Ouais. sommes en demi-finale du Togeki 2003. Donc il faut savoir que cette année-là, il y a Muteki, je me rappelle plus avec qui il était. Je crois que c'était avec Shiki ou Tsuji, un des deux, un gros joueur de boxeur. Par contre, je suis sûr avec qui était Korahashi parce que c'est l'équipe qui au final sera vainqueur de ce Togeki cette année-là. Il était en équipe avec Daigo et Otochun. Ouais. Et c'est la fameuse vidéo où tu vois Otochun arriver en mode salaryman, t'as l'impression qu'il sort de son cabinet d'expert comptable avant d'aller faire le Togeki, et alors que maintenant tu le vois 10 ans, 15 ans plus tard, on dirait un surfeur quoi. C'est ça. Mais il y a Sasori aussi qui avait un look comme ça, non? Un Ah, peu Sasori, quand je l'ai salaryman. rencontré en 2012, il était petite coupe proprette, reste sur le côté, petit costard bien serré, il bossait dans la finance à l'époque, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais enfin, aujourd'hui il paraît un peu plus détendu. Mais Sasori en 2012, c'était le Patrick Bateman, tu vois, d'American Psycho quoi, c'était... Ah ouais. Il joue encore Sasori? Oui, oui, il joue encore. Alors, il a eu une période où il a joué à Street 5, donc il avait un peu lâché 2X, mais on le revoit encore régulièrement dans des tournois, Sasori. Il est pas à son meilleur niveau, mais il reste ultra, ultra fort. Mais vraiment, Ouais. ça reste un Ryu de légende, Sasori. Ouais. Voilà, et ben écoute, donc nous sommes Go. en 2003, c'est un Togeki absolument d'anthologie le 2003, hein. Je vous inviterai à regarder, si vous le voulez, l'intégralité de la finale, mais je vous ai sélectionné ce match-là, qui est un grand classique de 2X, et c'est parti, on lance le match. Allez, nous avons sur la gauche Muteki qui va affronter Korahashi. Donc faut savoir qu'en 2003, regardez Korahashi, il est sérieux, alors que Muteki est toujours en train de se marrer. Donc en fait, Korahashi à l'époque, il jouait encore Guile. Il a switché sur Ryu aux alentours de la fin des années 2000, je vais vers 2007-2008, un truc comme ça. Et donc à l'époque, ça se tirait la bourre pour savoir qui était le meilleur Guile entre les deux. Et il y avait un autre joueur aussi qui a switché sur Ryu plus tard, qui est Shooting D, qui jouait Guile aussi à cette époque-là, et qui après plus tard sera passé sur Ryu. Et là, un petit combo stylé, saut, gros pied, bas moyen point, super. Un combo ultra dur à faire, ultra risqué dans cette situation, qui n'était absolument pas nécessaire pour tuer. Et en demi-finale de Togeki, Muteki, il s'en bat les couilles, il le fait quand même le combo. Allez, bien joué, la Muteki qui est assez agressif, pour l'instant ça paye, et regardez le rythme de ce match quoi. En fait les guides de haut niveau, ça se reconnaît à leur déplacement, c'est vraiment l'utilisation des commandes move pour se déplacer. Ces gens ne se déplacent qu'avec des commandes move, ils ne sautent pas, ils ne font que des arrière moyen pied, des avant HK, des trucs... Et là ça se regarde pendant l'instant, ce petit momentum, ce petit flottement. Ah, le Kara Shoryu, hein. T'as vu, il a fait Kara, hein. Il a fait Kara et balayette flash kick pour aller super loin. C'est dingue. Les mecs en 2003 ils faisaient des Kara cancel quoi. Et j'ai cru voir aussi que Muteki apparemment il était aussi méga sérieux sur le jeu, quoi. Hein. Et que vraiment il était, enfin, je pense aussi il y avait cet esprit-là hein, chez les Japs aussi. Des grosses rivalités, hein, ça c'est sûr. Mais après, ouais, Muteki, c'est ça, voilà. Vraiment des rivalités où les mecs ils rigolaient, mais pas du tout. C'était leur vie, quoi, vraiment le jeu, quoi. Donc là, Korahashi, hein, c'est joli ce qu'il a fait. Il a fini par 3 bas petits pieds dans une situation où il avait pensé que ça allait être une situation de déchop. Ils sont pas très faciles à linker les bas petits pieds de Guile. Il sera tout juste suffi à tuer. Bien joué. Whiff punish balayette sur ce bas MK. Korahashi, il a des réflexes de dingo dans ce match. Là, Korahashi qui est sur le point de remporter le match face à Muteki. La bonne balayette qui fait double touche là, c'est quasiment dans la poche pour Korahashi. Face au Guile le plus légendaire malgré tout. Même si aujourd'hui on dit que Kotaka est peut-être le meilleur Guile de tous les temps. Muteki, c'est la légende. Absolu. Ouais. Muteki qui veut dire invincible en japonais et c'est un pseudo qui lui va bien. Ah, ce avant HP, c'est risqué hein, de faire avant HP dans la Sonic Boom. Et là, Muteki, il est pas bien. Magnifique. Il est pas bien, il est pas bien. Ah, ce saut qui passe à un porte-pièce, un MK et double touche et double KO. Oh, quel round incroyable. Un petit peu dans la veine du match que tu avais proposé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. De toute façon, Guile à très haut niveau, ça fait vraiment des matchs magnifiques. Je pense que c'est le perso le plus difficile à jouer de 2X, Guile, à mon avis. Ah bon moi, je dirais que c'est Hawk, mais après... Bah, Hawk, c'est que de l'exé, en fait. Oui, bah oui, mais Hawk, c'est que de l'exé, c'est un perso sans main game, en fait, T-Hawk. Et par contre, là, c'est mal parti pour Korahashi. Alors que Guile, en fait, il faut tout, il faut exé, mind game, connaissance, oui, c'est ultra dur à jouer, Guile. Et c'est donc la victoire de Korahashi qui est en équipe avec, c'est tout Anki, hein, je crois qu'on va à côté de lui, ouais, avec les cheveux roux. Et c'est donc la fin de cette petite série de vidéos, ok, on retourne au truc.
Voilà, donc vraiment, ce match, hein, c'est un match de légende, vous le connaissiez probablement tous, oui, et donc comme le précise aussi Morning Juju dans le chat, Kikai la barrière, hein, Kikai a un des meilleurs guiles défensifs qu'on a jamais vu, hein, de ce mec absolument impassable. Salut Kenono qui nous a rejoint sur le chat, salut Darkstack aussi, que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Ça fait bizarre d'avoir autant de gens qui nous ont rejoints. Après, Kotaka, je trouve, enfin, de ce que je vois en tout cas, hein, je suis pas méga spécialiste de guile, mais il me semble quand même que c'est le mec le plus solide qui ait jamais eu, quoi. Franchement, contre Aniken, je sais pas si t'as vu cette vidéo, forcément, où il fait comme ça là, t'as vu ce truc-là? Attends, Où Aniken, il se fait défier en fait par, par Daigo, et Daigo va chez lui, t'as pas vu cette vidéo? non, ça me dit rien ça. Daigo va chez Aniken en fait et il l'interroge, il dit ouais, ça te dirait de participer, ça, comme Uchi et tout, les petits défis et tout. L'autre il dit ouais, je suis hyper focus sur le jeu en ce moment, j'essaie de revenir à mon top niveau et ça, il lui fait tout un laïus comme ça. Et Daigo, à un moment il lui lâche ouais, en fait Kotaka il estime qu'il a 65% de chances de te gagner. Et là t'as Aniken qui fait un blanc, il fait oh c'est juste incroyable. Ouais, d'ailleurs le pauvre Aniken. Là, t'es en train de me faire pousser le démon, là. Il dit un truc comme ça, tu vois. Et du coup, il dit, putain, je vais le dérouiller, quoi, ce Kotaka, quoi. Et après, t'as le Kotaka, peut-être, je sais pas si tu voudras le commenter ou quoi, le Kotaka, donc, Aniken, mais putain. Celui-ci, je le mettrai à l'occasion. C'est une boucherie, hein, ce défi. Ouais, bah ouais, enfin, franchement, on peut spoiler, hein, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu Aniken se faire malmener comme ça à 2x. Non, mais c'est n'importe quoi, il se fait complètement dérailler, quoi. Ouais. Il est sans solution. Et c'est pour ça que, franchement, Kotaka, là-dessus, c'est tellement impressionnant. Incroyable. Ça. Ouais, quel joueur, Kotaka. Ouais. Quel joueur de fou. Écoute, ça fait 1h30 qu'on a démarré le stream. On n'avait pas vraiment prévu de durée limite. On est à peu près dans les temps que j'avais prévu. Voilà, je propose qu'on en reste à peu près là en termes de vidéos. On pourrait très facilement en rajouter, hein, bien sûr, on en a encore plein sous le coude, mais moi j'ai envie qu'on se garde ça un peu. J'aimerais qu'on revienne un peu avec des angles un peu plus thématiques. Et aujourd'hui c'était un peu au pif. On a fait une petite diagonale à travers et le temps et la géographie dans une série de matchs du plaisir en fait. Et d'ailleurs c'est le but de cette chaîne, hein, c'est que ça restera toujours du plaisir. Moi je me fous aucune pression. A priori ça devrait être tous les lundis, mais si des fois je suis pas dispo, je le ferai pas. Je le ferai avec les invités qui ont envie de venir, avec des potes, avec tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un format très expérimental pour moi. Je suis pas quelqu'un qui a trop l'habitude de streamer, même si j'ai un petit peu l'habitude de commenter de 2x. Alors aujourd'hui on était beaucoup en mode anecdote, plus qu'en termes de commentaires purs. Peut-être que des fois je ferai des commentaires un petit peu plus posés, avec des plus longues séries de matchs ou des choses comme ça. Mais ça m'a beaucoup amusé de le faire comme ça. J'espère que ça t'a plu aussi, Walmart, de faire ce genre de choses. Bah écoute, à fond, et honnêtement, ouais, moi, les commentaires, c'est absolument pas mon truc. Par contre, j'aimerais bien, tu vois, Erko, par exemple, pourrait faire les Aniken, Kotaka, où il y en a plein encore qui sont pas commentés en français, ça serait une super idée, quoi, je pense. Clairement. De toute façon, moi, en fait, j'ai pour objectif de presque toujours inviter une personne, comme je le faisais en fait à l'époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent peut-être de l'époque eLive, Showprime, tout ça, où en général je faisais des casts une fois par semaine avec toujours un invité. Donc parfois il y a eu Balcor, il y a eu Nico, il y a eu pas mal de personnes différentes avec qui je faisais ça. Et eh bien, oui, effectivement, Walmart, t'es le bienvenu quand tu veux. Hein. Si t'as envie de le refaire la semaine prochaine, on peut le faire tous les deux. Sinon, je peux inviter d'autres personnes. Je compte aussi un peu. Je compte aussi inviter des orgas et notamment des anciens orgas comme TKO par exemple, Wouvou, Ikarugal, pourquoi pas. Enfin, tous ceux qui, qui auront envie de venir parler de ça. Et j'en profite aussi. Pour lancer un petit appel comme je l'ai fait à l'écrit à différents endroits, si vous avez des archives en fait de vidéos anciennes, particulièrement des tournois français, mais si par exemple vous avez, je sais pas, des tournois espagnols des années 2000 par exemple, des choses comme ça, un petit peu sous les fagots qui parfois sont mal répertoriés sur YouTube, voire pas répertoriés du tout, si vous les avez sur des disques durs non uploadés ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter à zargat@lados.net ou par MP sur les différents endroits où vous pouvez me trouver habituellement, parce qu'en fait j'aimerais vraiment faire un gros boulot d'archivage et déterrer des trucs, et justement plus j'aurai du matos, plus je pourrais faire des thématiques bien ficelées en fait. Encore une fois, aujourd'hui, c'était plus un test technique qu'autre chose. C'était pour me familiariser un petit peu avec les outils. Là, je suis sur Twitch Studio Beta, un petit logiciel bien basique, mais qui fait bien le taf. Des personnes m'ont montré un petit peu comment le configurer. Je remercie d'ailleurs Karlki pour ce superbe gif qu'il m'a fait pour les follow que vous avez vu 2-3 fois, là, ce Blanca qui fait des Hadoken. Et je remercie aussi Disseman qui m'a filé des conseils de dernière minute sur 2-3 trucs, notamment les intégrations de chat et tout ça.
Je prendrai le temps, je pense que je regarderai la VOD et je relirai un petit peu ce qui se dit dans le chat. Je suis désolé si j'ai pas eu le temps de suivre tout le monde au fur et à mesure de ce que vous disiez. Il y a eu des moments où vous étiez assez nombreux, d'ailleurs ça me fait extrêmement plaisir que ça soit le cas. En attendant, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Pour ceux qui veulent faire du HD Remix, notamment Zaggy qui depuis cet après-midi est maintenant dispo pour y jouer, je vous invite à tous venir vous taper maintenant sur HD Remix parce que ça c'est du 2X de top qualité pour du online. Et je te remercie très très chaleureusement Walmart pour ta participation. T'es pas juste venu poser sur le stream comme moi je fais quand je vais m'incruster sur le stream des autres pour commenter. T'as fait vraiment un boulot en amont avec moi pour on a un peu échangé sur des échanges de vidéos et tout ça. Un énorme merci pour ça et vraiment t'es le bienvenu quand tu veux. On peut continuer cette série dès que tu le souhaites. Merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir, c'est super sympa aussi à toi. Et alors je vais te poser une question très pratico-pratique moi. HDR. Ouais. Vous faites comment là? C'est quoi? Il y a un live? Faut payer des sous à Xbox pour. Oui, le Xbox Live est toujours payant. Ce qui c'est indécent en 2020 de payer ça. Hein. Mais après, tu peux choper des clés pas très chères sur le net. Et franchement. Je veux dire, j'essaie de mettre de la bonne volonté. Hein. Fightcade, une fois tous les 2-3 ans, je retente de l'installer. J'essaye de faire tous les réglages Windows possibles. J'ai même chopé un moniteur VGA pour PC pour tenter de le mettre sur un écran CRT. Et en fait, il n'y a rien à faire. FBA, pour moi, ce n'est pas jouable. C'est de la merde. Il y a trop de frameskip, il y a trop de lag, c'est affreux. Anniversary, c'est pareil. Pour moi, c'est pas possible. Donc là, j'arrive à ma fameuse. Propagande HDR que je fais tout le temps, hein, que vous me voyez constamment faire à l'écrit, mais franchement, même Zaggy là, qui a testé HDR tout à l'heure, il était bluffé. HDR, c'est 1000 fois supérieur à n'importe quel autre truc pour jouer online à 2x. Donc venez sur HD Remix, rechopez-vous une vieille Xbox 360 dans un cache converter à 30 balles. Modez-vous un stick, hein, n'allez pas vous acheter un stick pour 360, mais chopez juste une petite PCB de manette 360, faites un hackpad, j'en sais rien. Il y a moyen de doser pour pas très cher sur ce truc-là. Et effectivement, bah, comment dire, mordez votre poignet, mordez votre lèvre et payez 40 balles pour une clé pour un abonnement d'un an d'un Xbox Live. Hein. Et par contre, vous allez pouvoir jouer dans des conditions absolument merveilleuses. Attends, mais parce que, juste ce truc là, parce que moi, franchement, payer 40 balles, ça va me faire très mal à la nuque quand même. Donc, je sais pas si je pourrais le faire. Mais après, le fait que vraiment la version sur Fightcade soit pas optimale, ça, bon, oui, je peux convenir de ça, c'est sûr. Mais est-ce que. Bah, je sais pas, il faudrait pas en parler à POF, quoi, tout simplement. Dire, il y a un truc qui va pas, essayer de voir le code, je sais pas, parce que, tu vois, c'est trop con, quoi. En fait, il faut en parler plutôt. Si tu veux en parler à quelqu'un, il vaut mieux voir avec Angel Killer. En fait, c'est lui qui aurait les meilleures chances de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Mais c'est quand même un boulot énorme. Il faut savoir que ProCNR avait lancé un projet de décryptage de toutes les infos sur 2X. Et en fait, il voulait en faire un portage sur PC qui n'aura pas abouti finalement. Mais il avait commencé un petit peu à faire ce boulot-là. Je ne te conseille pas de jouer en Wi-Fi si HDR, c'est pas bien. Ça marche pas bien. Ah oui, HDR, en fait, c'est peut-être pas une solution à long terme, parce qu'en fait, le Xbox Live, il s'arrêtera peut-être un jour. Mais en fait, la différence entre HDR et les autres versions, comme on en parlait avec Touakak pas plus tard qu'hier soir, c'est qu'en fait, HDR, c'est un portage, alors que les autres, c'est de l'émulation. Et en fait, l'émulation a des problèmes inhérents qui font que l'input lag est inévitable en émulation. En fait, il n'y a rien dans le code qui peut t'éviter d'avoir de l'input lag. Le HDR, c'est un portage c'est une sorte de réadaptation de la version Dreamcast qui a été entièrement refaite. Elle utilise quasiment pas les assets d'origine, quoi. Enfin, en gros, ils utilisent des sprites, mais tout est un peu refait dans le code du jeu. Du coup, si tu veux, c'est une illusion de 2X HDR. Ce n'est pas 2X, mais c'est une illusion de 2X qui marche mieux qu'une émulation de 2X. Je sais pas comment je pourrais le dire autrement, mais c'est comme ça. C'est vraiment. Et au niveau de la vitesse du jeu aussi, c'est bon. La vitesse du jeu, elle est bonne. La vitesse est convenable et surtout, il y a zéro latence. Quand tu joues offline pour du training mode, c'est merveilleux. C'est un l'impression d'être sur borne. Et quand tu joues online, si tu joues avec des gens qui ont des connexions internet de bourrin, et ben ça marche super bien. Là. Quand je joue avec, je sais pas, quand je joue avec quelqu'un qui a vraiment une très bonne connexion internet comme Just Sam, j'ai l'impression de jouer en local avec lui en fait. C'est incroyable. C'est fou quoi. Ouais. Putain, c'est bête quand même qu'on n'arrive pas. Ça veut dire qu'après, après c'est porteur d'espoir en un sens parce que tu te dis bon le jeu online en fait il est viable quoi si on arrive à trouver le bon truc quoi. Mais c'est bête tu vois qu'on soit pas sur cette version là en effet quoi. C'est con.
C'est regrettable, effectivement. Et puis malheureusement, encore une fois, HDR ce ne sera pas une solution à très long terme. C'est-à-dire, il y aura un moment, ça ne marche, tu ne pourras plus jouer. Je sais pas si par exemple on peut encore jouer online sur la première Xbox. Peut-être que oui, mais parce que les comptes Xbox Live sont communs en fait entre les trois Xbox. Il y a des gens qui jouent sur Xbox One avec des comptes qu'ils avaient sur la première Xbox, quoi. Mais je sais pas si les réseaux marcheront éternellement. Il y a un moment, c'est normal que Microsoft ferme les robinets s'ils ont plus personne. Mais ça fait vraiment chier de payer pour un abo, pour un truc comme ça, parce qu'on a perdu l'habitude de payer des abos. Enfin, moi, en fait, j'ai des abos à quasiment rien dans la vie. Enfin, je sais pas, j'ai pas Netflix ou ce genre de conneries, tu vois. Mais par contre, là, pour le Xbox Live, ça fait mal. Mais putain, qu'est-ce que c'est Ma Xbox, elle ne me sert que pour ça. Hein. Elle me sert que pour faire du HDR. J'ai un abo qui me sert à faire que du HDR, mais qu'est-ce que je me régale, quoi. En plus, en ce moment, on joue beaucoup. Hein. On joue avec Soon, on joue avec Naima. Là, il y a Zaggy qui arrive. On joue avec Gwenrock, avec DC Man, avec Just Sam, avec Ricky TTT. J'en oublie, je m'excuse si il y a du monde quand même, quoi. Ouais, il y a du monde. Là, on est 13 là, actuellement à jouer. On est 13, dont plusieurs joueurs de très bon niveau. Enfin, c'est vraiment. On se fait des rooms bien violentes. Hein. Et donc, ouais, HDR, ça tue. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse HDR pour finir. Donc, une dernière fois, je voulais vraiment dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient là sur le chat et qui ont l'air d'avoir fait un peu tourner le truc. Je reprendrai un peu le temps de relire les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un peu des vidéos de trucs old school que vous avez. Je te dis encore un dernier merci, Walmart, et je te dis à très bientôt. Je souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à tout de suite sur HDR. Ciao. Bonne soirée, les amis, à bientôt.